conférencier, Philippe Souer, qui est directeur de recherche au LAS, qui est un des principaux laboratoires de physique du CNRS à Toulouse, et qui est responsable précisément d'un département qui capte essentiellement sur la robotique humanoïde. Et donc c'est à ce titre qu'il va venir faire cette conférence aujourd'hui. Merci, monsieur. Mesdames, messieurs, merci d'être présents ce soir. Ma présentation sur la robotique en général et la robotique humanoïde en particulier. Donc, comme vous l'a dit monsieur Costa, je suis le directeur de recherche au CNRS et qui dirige le département de robotique. Alors, je vais d'abord essayer en quelques planches de vous parler un petit peu de cet environnement géographique, de ce gros laboratoire toulousain. Et ensuite, je focaliserai sur des questions pour vous présenter ce que nous faisons dans ce sujet d'actualité qui soulève pas mal de questions, de craintes, et donc qui, j'espère, suscitera un échange là-dessus qui sera intéressant. Donc, le LAS à Toulouse, c'est à peu près 700 personnes qui sont réunies autour de 8 départements de recherche. Alors, vous voyez, ça couvre tout ce qui touche à la communication, à l'informatique, à l'automatique, ensuite à la physique, avec des questions d'hyperfréquence, d'optique, nano, biotechnologie, la gestion de l'énergie et un gros département de robotique qui a été créé dans les années 60 par Georges Giralt et qui est resté une référence dans le monde sur différents sujets. Alors, ce département est constitué de 3 équipes. Il y en a une qui s'appelle le GPTO, qui s'intéresse au mouvement des systèmes anthropomorphes. Alors, il faut comprendre que la robotique est un sujet tellement interdisciplinaire, tellement un carrefour, qu'on ne peut être efficace qu'en se focalisant sur des questions particulières. Donc là, il s'agit vraiment d'étudier le mouvement des systèmes qui ont la forme donc, du corps humain. La seconde équipe se focalise sur les aspects de perception, notamment perception audio et la perception visuelle, et la troisième sur les aspects interaction avec différents types de robots tels que des drones, des réseaux d'Internet. Alors je vais vous parler plus précisément de robotique humanoïde, donc de la première équipe que je dirige, l'équipe GPTO, qui contient 8 cadres scientifiques, c'est assez gros pour une équipe de recherche CNRS. Et donc, actuellement, vous voyez un grand nombre d'étudiants qui préparent des thèses parce que nous attirons énormément de projets qui impliquent autant au niveau académique qu'industriel. Et donc, ça fait pas mal d'appels. Donc, il faut trouver de la force qui pour arriver à attaquer ces sujets. Vous voyez le nombre d'étudiants qui sont aujourd'hui en poste dans les endroits les prestigieux du monde qui montrent le rayonnement de cette unité de recherche. Alors, avant de parler de tout ça, eh bien, on va aller se focaliser, vu qu'on entend parler de robots dans les médias, avec Victor Dirand, tout et n'importe quoi, on va essayer de se mettre d'accord sur certains termes. Donc, qu'est-ce qu'un robot? Un robot, ce n'est pas un automate. Ce n'est pas un système comme l'automate de Vaucanson, par exemple, qu'on remonterait, qui marche avec douceur, ou comme un distributeur de tickets de métro, par exemple, un distributeur de boissons, qui est capable d'accomplir des choses de manière automatique. Et ce n'est pas non plus un programme informatique. Souvent, on parle de robots, vous vous connectez sur des sites et puis on va un petit logiciel qui danse, montrer que vous n'êtes pas un robot. En fait, c'est plus qu'un simple logiciel. Alors, un robot, c'est une machine. C'est une machine qui est capable d'abord de percevoir. Donc, par analogie avec nos organes sensoriels, eh bien, ce type de machine dispose de capteurs de différents types selon l'application que l'on va viser. Et ensuite, cette machine va être capable de traiter l'information. Ça veut dire qu'elle a un calculateur, un ordinateur à bord, et qu'elle va être capable de traiter l'information qu'elle perçoit. Et la troisième fonction qui est essentielle, c'est qu'elle va être capable d'effectuer un déplacement, d'effectuer un mouvement. Donc pour ça, il va falloir des actionnaires. Hélas, on ne dispose pas de muscles aussi perfectionnés que ceux qu'il y a sur le corps humain, mais avec des moteurs électriques, du système de différents types, eh bien, on arrive à faire des robots de différentes sortes pour différents types d'applications. Donc, ces 3 fonctions sont essentielles et lorsqu'on parlera de robots, eh bien, on va avoir une machine qui a ces 3 capacités. Alors, vous voyez que des robots, il y en a vraiment des
toute une diversité. En fait, il y en a pas mal que l'on ne voit pas. Il y en a certains dont on entend parler à la télé, comme des robots, par exemple, qui vont aller dans des lieux quand il y a de fortes pressions sous l'eau, ou des robots qui vont explorer des planètes, où ça serait trop compliqué d'envoyer des passagers humains. Il y a ces robots qui sont indispensables pour l'industrie. Alors, il faut savoir que dès aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, ce que nous consommons au quotidien, le fait que nous ayons la plupart un smartphone dans notre poche, une voiture garée devant la porte, et tout ça n'est possible que parce qu'il y a toutes ces machines qui fabriquent à des cadences très élevées tous ces produits de consommation. S'il n'y avait pas les robots, ça ne serait pas possible. Alors, il y a ensuite des robots aériens, des drones, on appelle, bien que drone est un terme plus général. On parle de la voiture autonome. On parle de robots avec des applications dans l'armée, des applications de déminage par exemple, et puis on parle de plus en plus de petits robots comme un aspirateur et des mieux à gazon qui peuvent rentrer à domicile, et on nous dit que dans les années à venir, eh bien, ces robots vont être de plus en plus présents. Alors, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Je voudrais qu'on discerne deux types de robots. Les robots qui sont avec une base fixe, c'est-à-dire par exemple des robots comme un bras manipulateur avec un socle qui ne bouge pas, qui font simplement des actions. Alors il y a différents types de robots en fonction de la tâche. Ça, c'est ce qu'on appelle un robot parallèle. Ça, c'est ce qu'on appelle un robot avec une simple chaîne cinématique, comme un bras qui enchaîne des liaisons. Et puis, il y a toute une nouvelle famille de robots que l'on ne voit cela généralement que sur Internet ou à la télé. C'est ce qu'on appelle les robots mobiles. Et c'est de cela, en fait, c'est ceux qui sont le plus porteurs d'applications de futur. Alors, vous avez reconnu pour certains le robot Big Dog, qui a été développé par MIT, par Boston Dynamics, qui a été racheté par Google. Et donc ici, c'est un robot qui a été fabriqué au LAS. C'est une des premières mondiales à l'époque. Des types de robots volants de plus en plus perfectionnés, et le robot Asimo développé par Honda. Voilà, c'est quelques exemples. Alors, ces robots-là ne sont pas rattachés au sol. Et donc, ils vont bouger, ils vont se poser les mêmes problèmes que la nature se pose dès qu'on soit un être vivant qui est amené à se déplacer. Il y a une grosse différence entre les êtres vivants qui restent statiques et ceux qui sont amenés à bouger. Et il y a pas loin à penser que dès qu'un être vivant est amené à bouger, eh bien, son système nerveux se développe, le cerveau existe en tant que tel, le corps se latéralise, il y a migration pour création d'une tête, il y a plein de choses qui se passent qui sont liées au mouvement. Donc le mouvement est quelque chose de fondamental. Donc au niveau de la robotique, c'est normal que l'on retrouve cette belle dichotomie. Alors, on va faire un petit peu de maths, évidemment, pour arriver à comprendre comment fonctionnent ces robots. Alors, je vous ai pris l'exemple de ce qu'on appelle donc une chaîne cinématique, donc qui est l'image de votre bras, par exemple. Et ce type de robot est ce qu'on l'on sait le mieux commander. En fait, la tâche consiste à piloter cet organe terminal, qui généralement va apporter un outil, pour réaliser une tâche. Alors, vous savez que quand on veut positionner un corps dans l'espace, eh bien, si on prend un repère, on sait qu'il y a 3 axes dans l'espace, eh bien, il faut 3 paramètres, qu'on appelle l'abscisse, l'ordonnée et la cote, qui permettent de savoir où se trouve, par exemple, un point particulier de cet effecteur. Et une fois qu'on l'a positionné, eh bien, il faut l'orienter. Et pour l'orienter, eh bien, généralement, on utilise 3 angles, comme par exemple en aéronautique, ce qu'on appelle le lacet, le roulis et le tangage. Donc ces trois façons de bouger dans l'espace vont permettre d'orienter notre organe terminal. Donc au total, nous avons 6 paramètres à régler pour arriver à positionner et à orienter cet organe terminal. Eh bien, la solution qui a été trouvée par les roboticiens très rapidement, c'est de se dire, finalement, si je prends un bras comme ça, avec 6 rotations successives, eh bien, je vais avoir autant de rotations, qu'on a appelé Q1 jusqu'à Q6, que de paramètres à réaliser. Et donc, localement, on va avoir la possibilité d'inverser cette relation. On va avoir une relation 1 pour 1, ce qu'on appelle une bijection en maths. Et donc, c'est très intéressant parce que si maintenant je veux déplacer mon organe terminal, c'est-à-dire si je veux inverser, donc ça c'est ce que je vous ai dit, si je veux inverser cette relation,
eh bien, je veux dire, si je veux faire bouger mon organe terminal, quelle est la variation articulaire que je vais faire? Eh bien, je vais pouvoir le calculer. Vous voyez, je résous ce qu'on appelle le problème cinématique inverse. Et ça, c'est à la clé de la robotique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait très bien faire se positionner un robot qui va faire des tâches avec une très grande précision et une très grande rapidité. Voilà. Vous savez maintenant comment ça fonctionne. Alors, la question est que, eh bien, la plupart des robots, en fait, ont plus de 6 degrés de liberté. Parce que c'est pratique, par exemple, notre bras, il a beaucoup plus de liaisons que nécessaire. Et donc, quand on fait un geste, on peut le faire de beaucoup plus de façons. Et ça, c'est une propriété qui induit de la difficulté au point de vue de la plume. Alors, si on prend, par exemple, ce petit robot Nao, vous avez certainement vu, qui est développé par Aldebaran Robotics, qui est aujourd'hui racheté par Sordam, qui est un des constructeurs français. Eh bien, vous voyez que si cet objet si ce robot veut ramasser, par exemple, avec sa main un objet qui est sur le sol, eh bien, il va avoir, mettons, 6 degrés de liberté dans le bras, des façons de bouger dans le torse, pareil dans la jambe. Et donc, vous voyez qu'il y a il y a une chaîne cinématique, finalement, qui va aller du pied jusqu'à la main, qui va contenir beaucoup plus de liberté. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, on parle de ce mot, on dit qu'on a un système qui est redondant. On a beaucoup plus de façons de faire les choses que nécessaire pour les réaliser. Alors ça devient complexe. C'est le cas des robots humanoïdes. Et dans ces cas-là, eh bien, il faut choisir un ordre. Et ça, c'est une question que le cerveau, que les chercheurs en neurosciences se posent, ce qu'on appelle le problème de Bernstein. Lorsqu'on veut réaliser un geste, eh bien, il y a redondance au niveau des angles de liaison, mais aussi de l'actionnement moteur. C'est-à-dire que vous avez derrière beaucoup plus de muscles que nécessaire. Et donc, quand on fait un mouvement, eh bien, on va le faire en coordonnant la contraction des muscles. Et ça, c'est une question, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Voilà. Donc, ces robots humanoïdes sont redondants. Donc, c'est déjà une grosse difficulté. Autre difficulté, on a dit qu'on parle de robots mobiles. Donc, ces robots vont se déplacer dans l'espace. Et donc, par exemple, si on prend une référence externe, on va faire les choses par rapport à un référentiel qu'on va placer quelque part, eh bien, il va falloir choisir sur notre robot, quelle que soit sa forme, eh bien, un corps de référence, et on va essayer de positionner ce corps de référence par rapport à la tâche à réaliser, par exemple. Donc, je veux dire que si l'on veut caractériser la configuration de notre robot, eh bien, il faut savoir comment il est positionné, c'est-à-dire comment sont ses articulations, et en plus, il faut savoir où se trouve ce référentiel. Alors, hop. C'est l'économie d'énergie. Ok. Il faut l'enlever. Alors, donc. Donc là, il y a un problème. Il faudrait désactiver l'économie d'énergie. Ouais. Non, mais parce qu'il est peut-être sur secteur, on dit de placement. Ah d'accord. Donc, nous disions que nous devons repérer un corps. Il suffit de savoir où se trouve un corps. Alors, par exemple, en robotique humanoïde, souvent, on va travailler avec le bassin, parce que c'est très pratique, parce que c'est l'endroit où se trouve le centre de gravité. C'est-à-dire que tout se passe, d'un point de vue de la mécanique classique, comme si toute la masse de robot était concentrée en un point qui est au niveau de son bassin. Donc, on va s'intéresser à déplacer ce référentiel. Eh bien, la difficulté que nous avons, c'est qu'on ne peut pas directement le déplacer. On a dit qu'on pouvait, par exemple, bouger les articulations du bras, mais le bassin lui-même, il n'est pas motorisé. La seule façon de le bouger, c'est de bouger les jambes. Et en bougeant les jambes, en conséquence, eh bien, on fait bouger le corps du robot. Donc, ça signifie que, finalement, j'ai un certain nombre d'articulations, plus ces 6 paramètres de positionnement d'un corps, et que le positionnement de ce corps, je ne peux pas le commander directement. Et donc ça, on dit que le système, en fait, il est sous-actionné. C'est-à-dire que j'ai moins de moteurs, j'ai moins d'actionneurs que de paramètres à déplacer. Et ça aussi, ça pose une difficulté qui est très importante d'un point de vue de la commande. Et donc, dans ces cas-là, c'est également le cas des robots humanoïdes. Donc, les robots humanoïdes, on a dit qu'ils étaient redondants et qu'ils étaient sous-actionnés. Et puis en plus, ils ont une grosse difficulté, c'est qu'ils sont en position verticale et donc ils sont naturellement installés. Tout se passe comme si on avait un stick de bois sur le doigt et que ce qu'on appelle un pendule inverse, et donc qui est en équilibre vraiment précaire.
Et donc, la moindre perturbation va le faire tomber. Donc, c'est un système qui va demander une action de commande qui est très importante. Donc, si je résume, j'ai des systèmes qui sont redondants, beaucoup plus de façons de faire les mouvements que nécessaire. J'ai des systèmes qui sont sous-actionnés, j'ai moins de moteurs que nécessaire, et j'ai des systèmes qui sont naturellement instables. Donc, c'est le bazar, et on se dit pourquoi choisir des systèmes aussi complexes? Pourquoi vouloir concevoir des robots humanoïdes? Eh bien, pourquoi? Au fait, c'est parce que c'est un système qui est extrêmement difficile, mais qui offre une polyvalence. Imaginez que l'on arrive à fabriquer un système qui est notre morphologie. Imaginez l'outil que nous aurions au quotidien pour nous aider dans tout type de tâches. Alors, donc, si un robot, on dit, a la même morphologie, la même taille que l'homme, eh bien, il est directement adapté à notre environnement. Les escaliers, une porte, un quelconque outil de monter dans une voiture et la conduire, ainsi de suite. On n'a pas besoin chaque fois de concevoir un système robotique qui serait adapté, comme tout ce que nous avons pu avant, à des tâches particulières. D'autre part, c'est un formidable objet de recherche interdisciplinaire. Alors, depuis des années et des années, l'homme réfléchit sur la machine, sur le système comme humain, avec une approche de biologiste, complétée par une approche parfois de philosophe, par exemple. Et bien ici, on a tout d'un coup une approche d'ingénieur. C'est-à-dire que l'ingénieur, lui, voit la machine, il voit le membre comme un système avec des câbles et des poulies. Il travaille vraiment sur la mécanique de ce système et il va essayer d'identifier ses propriétés en tant que système, point de vue énergétique, ainsi de suite. Donc c'est un apport qui est vraiment complémentaire des apports qui étaient, par exemple, de la biomécanique, des neurosciences, des sciences humaines. Alors, on a dit que c'est un problème très complexe, c'est évidemment passionnant pour nous. Et donc, avec des applications, vous avez certainement entendu parler de robotique de service. Donc, c'est ce qu'on pourrait imaginer, les services que pourrait rendre ce type de robot, par exemple, dans un milieu public, pour guider les gens, pour faire des tâches, dans un milieu à risque, dans un système, dans un endroit, par exemple, il y a eu une catastrophe nucléaire ou un tremblement de terre, comme par exemple ce qui s'est passé en Italie, il y a quelque temps, où des robots humanoïdes sont intervenus, et dans le site de l'usine du futur, où on veut imaginer que bien des robots de ce type-là aillent remplacer des machines qui soient très complexes. Okay. Donc ça attire de plus en plus les industriels qui pensent à l'étape ultérieure. Alors voici donc quelques images de champ d'application. Ça c'est le grand challenge d'ARPA, qui a été organisé par le ministère de la Défense aux États-Unis, avec différentes plateformes qui ont essayé de faire un ensemble de tâches. Alors c'était simple, il y avait les tâches de déblaiement, par exemple, d'une région qui avait été ensevelie par des décombres, donc le robot devait se frayer un chemin en déblayant. Il y avait le fait de savoir monter un escalier, de savoir descendre un escalier, de savoir ouvrir une porte et la passer, d'aller ouvrir une vanne, par exemple, donc de produire un coup pour pouvoir le faire. Et ensuite de monter dans un véhicule et de le piloter pour arriver à le déplacer d'une certaine façon. Donc toutes ces tâches ont été, il y a eu des tentatives par un grand nombre de robots humanoïdes et finalement il y en a un seul qui a réussi à faire à peu près tout ce qui montre qu'on est vraiment au tout début de la robotique que celui. Alors il y a aussi l'idée que ce robot va nous aider à domicile pour faire toutes les tâches. Il y a la robotique d'assistance, le jeu aussi. On peut imaginer qu'un robot soit un système interactif, peut-être par le fait qu'il y a un mouvement physique qui est beaucoup plus intéressant que simplement un écran vidéo. Ici, une chorégraphie qui a été faite avec le robot HP4. Donc ça, on reçoit par exemple dans notre laboratoire très souvent des artistes et des chorégraphes qui sont très intéressés, qui voudraient inclure ce genre de robot dans un spectacle parce qu'ils pensent qu'il y a vraiment une ouverture de choses à faire avec. Ceci, c'est notre robot HRP2 que je vais vous présenter plus en détail, qui travaille sur un morceau de mât d'avion A350 de l'usine Airbus, où Airbus nous demande de montrer que nous sommes capables de faire certaines choses à ce type de robot, et donc finance des petits bouts de nos recherches comme ça. Et là, c'est le robot Next Stage de Kawada, qui est déjà dans une chaîne de montage. Donc c'est un robot qui peut bouger au milieu des humains et qui ne va pas gêner qui ne risque pas de blesser les humains qui sont autour. Voilà. Alors, je reviens maintenant à notre équipe de recherche. Donc, j'ai résumé ici tout ce que je vous ai dit.
Et donc, nous avons 3 robots humanoïdes de Olas. Nous avons le robot HRP2 qui est de facture japonaise, qui est le premier que nous ayons acheté il y a 10 ans. Un robot qui a été construit par Aldebara Robotics, c'est le grand frère du petit Nao, qui s'appelle Roméo, mais qui hélas n'a jamais très bien fonctionné parce qu'il n'a pas été très bien conçu. Et le robot Pyrène, dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse, qui est un robot que nous avons designé et que nous avons ouvert un marché. Il y a un constructeur, PAL Robotics, qui siège à Barcelone, qui a construit ce robot en une année. Donc nous venons de le recevoir. Et donc, notre activité principalement tournée sur ça, mais on s'intéresse évidemment au mouvement. Donc ça va intéresser le cinéma, ça va intéresser tous les gens qui essayent de faire de l'animation de mannequins numériques. Et on travaille en relation étroite aussi avec des chercheurs en mode sciences et en biomécanique. Alors, ce robot HME2, je vais vous montrer pas mal de vidéos. Vous voyez, il a à peu près 1m54, 50 kg, donc il a une morphologie de taille à peu près adulte. Et donc, il faut comprendre que la difficulté entre un petit robot Nao et ce type de robot, pour les faire bouger, ça n'a rien à voir, parce qu'il n'y a pas un passage à l'échelle qui se fait de manière linéaire. Donc, il a été conçu par Kawala Industries, qui est un petit peu l'équivalent de Bouygues Immobilier. En France, c'est une industrie qui est placée sur les génies civils et qui a décidé d'avoir cette activité. Et donc, qui est porté par l'AIST, qui est un laboratoire, donc qui est un petit peu l'équivalent du CNRS au Japon. Donc, ce fameux robot Roméo, dont vous voyez ici les pas qu'on a essayé de lui faire et qu'il n'a jamais réussi à faire, en fait, parce que c'est un projet très ambitieux, en fait, qui était guidé par des personnes qui avaient vraiment une vue à long terme, mais qui n'écoutaient pas trop les conseils locaux des roboticiens qui travaillaient dessus depuis des années. Et donc, qui a conçu ce robot, mais avec des tas de choses innovantes, notamment un actionneur nouveau dans les jambes, qui est fabriqué par le CEA, mais que personne n'a à ce jour réussi à servir correctement, ce qui fait qu'on n'arrive pas à le faire bouger. Alors, c'est un robot, après, qui est conçu, pour faire des gestes de manière très esthétique. C'est une plateforme qui plaît énormément aux enfants. Et c'est dommage que, c'est un projet français, en plus, ça n'ait pas réussi à l'échouer. Voilà. Et donc, le troisième robot, ce fameux robot PAL, qui est un robot qui est beaucoup plus puissant, un peu plus grand, qui fait 100 kg, 1m75, et qui a été conçu pour pouvoir agir sur son environnement en développant des efforts et en étant capable de mesurer les efforts qu'il produit au niveau de chacune de ses articulations. Alors ça, c'est très important. Il ne suffit pas de produire des efforts, mais il faut aussi que le robot soit capable de ressentir les efforts qu'il produit. Et par exemple, nos muscles produisent des efforts et sont remplis de ce qu'on appelle les fuseaux neuromusculaires, qui ressentent que les efforts sont faits, qui fait qu'en même temps que le muscle produit de l'effort, il ressent, et donc il y a une réversibilité avec l'environnement. Voilà, donc je pourrais vous en parler tout longuement. Donc on va passer à des questions un petit peu plus démonstratives. Et j'ai structuré l'aventure que nous avons vécue dans l'équipe Gepetto en 3 volets. La première concerne ce que nous appelons la planification du mouvement. Donc c'est l'aspect géométrique du mouvement, dans lequel on va essayer de trouver un modèle qui va nous servir de base. Ensuite, une fois qu'on a un modèle, on va essayer de commander le mouvement. Et ensuite, je vous montrerai quelques travaux en lien avec l'homme pour que vous voyez à quel point est-ce que ce type de plateforme nous permet d'avoir une synergie interdisciplinaire. Alors, donc, on va refaire encore un petit peu de maths. On va parler des techniques qui sont à la base de cette planification de mouvement. Et donc, on va parler d'une première notion qui est l'espace des configurations. C'est-à-dire, lorsqu'on veut commander un robot, eh bien, dans quel espace faut-il se placer pour arriver à représenter le mieux possible son mouvement? Alors, imaginez que vous ayez à commander ce petit robot qui serait donc un bras muni de simplement 2 segments. Et donc, il y a 2 façons de bouger, deux angles. Donc, on sait qu'un angle, ça tourne autour d'un cercle, ce qui se rappelle du cercle trigonométrique. Et donc, ici, à 360 degrés, eh bien, on a 2 façons de composer ces mouvements qui vont permettre d'amener toujours l'organe terminal à un certain point. Alors, dans quel espace dois-je me placer? Là, ça fait des pauses. Donc, on doit se placer dans un espace qui est approprié. Donc, vu que finalement, nous avons 2 fois un cercle,
Eh bien, l'espace qui s'écrit comme le produit de deux cercles, c'est un tore. Parce que le tore, en fait, vous voyez, si vous prenez un cercle qui entoure le tore et que vous le multipliez par le cercle qui est ici, eh bien, en fait, vous avez chaque point de ce bras correspond à un point de ce tore. Donc, finalement, cet espace représente toutes les configurations que peut prendre ce robot. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça l'espace des configurations. Alors, ça va nous servir, ça c'est pas simplement une représentation, ça va nous servir à résoudre des problèmes. Imaginez par exemple que l'on parte de cette configuration, le robot est placé comme ça, et on veut l'amener à cette configuration, mais au milieu nous avons des obstacles. Eh bien, imaginez que vous faites bouger donc le robot avec ses deux articulations ici et ici, et chaque fois que vous êtes en collision avec ces objets rouges, eh bien, vous représentez une zone rouge sur votre tore, puisque le tore est l'espace de tous les possibles. Eh bien, vous arrivez à tracer une zone comme ceci. Et donc, finalement, on peut représenter ma première configuration par un point, la seconde configuration par un autre point. Et donc, la question, ça va être de dire, dès que je suis capable de connecter ces deux points, eh bien, je trouve une solution. Alors, on va voir comment ensuite trouver cette trajectoire pour connecter ces deux points. Donc, imaginez que vous ayez trouvé un tel chemin. Et bien, ensuite, quand vous allez vous balader sur ce chemin, à partir du point initial, donc vous voyez apparaître ici un point, et bien, ce point correspond à ce mouvement. Et au fur et à mesure que je vais me déplacer, vous voyez, le long de ma trajectoire, et bien, je déforme mon mouvement jusqu'à finalement arriver à atteindre la position que je voulais. Donc finalement, c'est très simple. On est parti d'un problème qui était très compliqué, de dire à quelqu'un comment je vais pouvoir articuler mes bras, mais c'est simplement 2 degrés de liberté pour faire ce mouvement. On le transporte dans un autre espace et on trouve une méthode de résolution qui est simple. C'est une méthode déterministe. Maintenant, la question, c'est de savoir comment construire cette trajectoire. Alors là, on a testé pendant des années des méthodes exactes. On était spécialiste de ce qu'on appelle la commande optimale, c'est-à-dire qu'on essayait de minimiser les critères pour arriver à trouver une solution. Écoutez qu'on avait des équations un peu avec beaucoup de paramètres, c'était très difficile à résoudre. Donc on a dépensé beaucoup d'énergie. Jusqu'au jour où la puissance des calculateurs nous fasse comprendre que finalement, quand on a la capacité de faire un très grand nombre de tests très rapidement avec des calculateurs, mais c'était pas la peine de s'embêter, il suffit juste de faire des tests et de dire est-ce que ce chemin est acceptable ou il n'est pas acceptable? Est-ce que je suis dans la collision avec mes objets rouges ou pas? Et je fais des tests renouvelés sans cesse et petit à petit, je trouve une solution. Alors, pour vous expliquer ça plus clairement, imaginons par exemple qu'on est soit dans un espace fermé comme ça et que la zone bleue soit interdite. Vous voulez aller d'une configuration à une autre. Eh bien, vous lancez les points. Votre ordinateur choisit au hasard dans l'espace. S'il tombe dans la zone bleue, il dit bon, mais je ne le prends pas. Et dès qu'il tombe dans la zone blanche, il dit est-ce que je suis capable d'aller localement? Donc il suffit que je sois capable de faire des tout petits mouvements de la configuration du départ jusqu'à l'achèvement. Et est-ce que le chemin est en intersection, rencontre la zone bleue ou pas? Et donc je vais répéter ce nombre de choses, ce nombre de tests un grand nombre de fois. Et je construis petit à petit, à partir de la position de départ ici et de la position d'arrivée, je ramifie dans l'espace des tests que je fais jusqu'à ce que finalement, hop, j'ai une connexion qui se place. Donc c'est ce qu'on appelle des méthodes probabilistes. C'est-à-dire au lieu de faire des calculs, et on fait un très grand nombre de tirs. Oui, c'est une question? C'était que sur 2 itérations de test, le chemin va être potentiellement différent. Ah oui, oui. On n'est jamais certain, on ne sait pas ce qu'on va trouver comme solution. Et donc, dès qu'on a trouvé une connexion comme ça, alors ensuite, on n'a qu'à tirer sur les 2 morceaux finalement, enlever tous les méandres qui ne servent à rien, c'est-à-dire optimiser notre trajectoire, et on a une solution qui est généralement très acceptable. Voilà. Alors voilà le genre d'application. Par exemple, imaginez que vous êtes un constructeur automobile, vous voulez sortir un objet d'un endroit qui est très contraint. Eh bien ça, c'est un problème de robotique, ce qu'on appelle le problème du déménageur de piano. C'est un problème de base de la planification de mouvement. Et voilà comment on arrive à trouver en une fraction de seconde le mouvement qu'il faudra arriver à faire. Alors vous imaginez, des applications industrielles que ça peut avoir, ça va simplifier, voire vraiment les chauffer. Donc c'est avec cette culture-là que l'on a abordé ce problème de la robotique humanoïde, planification de mouvement. Ici, on parle de choses de géométrie. On n'a pas parlé des effets dynamiques. C'est simplement la représentation géométrique dans l'espace.
Dès que l'on passe à la robotique humanoïde, alors ici, notre équipe a été créée en 2006, et vous voyez là, c'est dans les premiers temps. Eh bien, voilà un problème encore de planification de mouvement. Alors, on a fait exprès de mettre un objet très encombrant dans les bras de notre robot HRP2, et on nous demande de passer entre deux obstacles. Et donc, on utilise ces mêmes méthodes probabilistes. Mais vous voyez qu'ici, il ne suffit pas de faire de la géométrie. La difficulté a été d'arriver à intégrer des méthodes qui prennent en compte la dynamique du robot. Et donc, initialement, qu'est-ce que nous faisions? On partait d'une solution géométrique et puis on faisait des tests et on se rendait compte qu'on allait rentrer en collision ou pas. On faisait ça, par exemple, avec des simulateurs, avec des modèles qui étaient assez précis. Et donc, on déformait progressivement jusqu'à arriver à trouver une solution. Donc, c'était une méthode un petit peu essai-erreur, c'était un peu le balbutiement. Alors, donc on a fait évoluer ces techniques dans différentes directions. Notamment, on a trouvé un moyen de caractériser le passage dans des zones très restreintes, comme ça. Donc ça, c'est un doctorant qui avait fait ça dans sa thèse avec un guise-l'œil à Tex Avery, en se disant, je vais essayer de montrer qu'on peut passer même dans une zone extrêmement contrainte. L'idée est de dire, il faut regarder ce petit schéma, si en partant d'une configuration, je suis sûr que je peux atteindre toutes les configurations qui sont grisées autour, sans sortir d'une zone qui entoure le domaine que j'étudie, eh bien, quand j'ai une trajectoire, je pourrais toujours la recouvrir avec des petits voisinages comme ça. Et donc, dès que je suis capable de passer en glissant, eh bien, je pourrais toujours passer avec des petits mouvements. Ça, c'est quelque chose que vous expérimentez chaque fois que vous faites un créneau, une voiture. Donc, vous savez que si vous avez l'espace, si à l'œil, vous voyez que votre voiture rentre, même avec un tout petit intervalle, eh bien, vous savez qu'avec un ordre de manœuvre sur le moment, si vous êtes patient, vous arriverez toujours à passer. C'est-à-dire qu'une trajectoire qui n'est pas faisable, ni qui glisse, eh bien, vous pouvez toujours arriver à la proximité par des trajectoires qui sont faisables pour votre système. Voilà, donc ça, c'est la première extension de nos méthodes que nous avons eues. Là, on est encore au niveau géométrique de ce que nous réalisons. Alors, une autre extension a concerné ce qu'on appelle des objets documentés. Donc, imaginez que vous ouvrez une porte, eh bien, il faut que le robot sache qu'une porte, c'est quelque chose, par exemple, qui s'ouvre en pivotant, tant si c'est une porte à la française, ou bien imaginez, par exemple, des années de porte à glissière, eh bien, le robot va exercer un mouvement différent. Donc, on comprend que lorsqu'on doit manipuler des objets de l'environnement, eh bien, il est très intéressant que nous ayons affaire à des objets documentés. Donc, on peut imaginer que le robot, qui est une machine avec un calculateur, va pouvoir se connecter, par exemple, à Internet, va lire, par exemple, un tag RFID sur la machine, un code barre, quelque chose sur l'objet qu'il manipule, va savoir, cet objet, par exemple, il faut toujours le tenir verticalement, ou il faut le bouger de telle et quelle manière. Et donc, on peut imaginer, par exemple, que dans une application industrielle, un robot qui fasse des tâches, dès qu'il arrive dans une zone donnée et qu'il a à faire des tâches, immédiatement, la connexion qu'il a à l'information qui est disponible va lui permettre d'exécuter les mouvements de la manière la mieux appropriée. Donc, ça signifie que nos algorithmes de génération de mouvements, il faut qu'ils prennent en compte les contraintes, différents types de contraintes liées à la tâche que l'on réalise. Par exemple, des contraintes de manipulabilité. Donc ça, c'est le petit robot Roméo que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on n'arrive pas à faire bouger en vrai, mais en simulation, ça marche très bien. Donc là, on a vu qu'on peut lui faire manipuler des objets. Et bien, cette séquence de manipulation, je bouge, je lâche, je reprends, et j'utilise deux bras, pas qu'un. Eh bien, c'est quelque chose qu'on sait écrire aussi de manière claire et que le robot va résoudre automatiquement. Et comme tout à l'heure, mais on ne sait pas de quelle façon il va faire. C'est de l'algorithme qui lui vérifie l'achat. Donc, on fait également de la planification réactive. Ici, vous voyez le robot HRP2 qui est en train de se planifier son chemin. Le pas rouge pour le pied droit et vert pour le pied gauche. Et au fur et à mesure qu'il se déplace, ou qu'on déplace des objets, par exemple, dans l'environnement, eh bien, la planification du chemin se refait en temps réel. C'est-à-dire que ça tourne dans des boucles de calcul qui sont très rapides. Et vous voyez ici le robot en train d'exécuter son mouvement, et on fait bouger des objets, donc on met volontairement dans un une chaise, et donc on voit que le robot reconstruit ces éléments dans son environnement et va se déplacer en conséquence. Alors vous voyez que ici, on ne voit pas très bien, mais le robot est encapsulé dans des espèces de boîtes. Chacune des parties de son corps est dans une boîte.
ce qui nous permet de calculer la distance entre deux boîtes et d'éviter les collisions avec l'environnement et les collisions avec lui-même, ce qu'on appelle des autocollisions. Voilà, donc on sait également faire de la planification de mouvement réactive, pour que le robot calcule son chemin, et dès que les conditions changent, le recalcule en temps réel, et donc peut s'adapter au performance à ce qu'il faut. Alors voilà différents exemples, bon, je ne peux pas tout vous montrer. Ici, on a un robot Baxter, donc il a 3 objets dans une position, il faut qu'il les mette dans une autre position, mais immédiatement, il trouve la façon de les coordonner. Ça, c'est un exemple d'application de la meilleure Philips, c'était des rasoirs que vous mettez dans des boîtes. Ici, on voit le robot Chapelet 2 qui, par exemple, planifie son mouvement pour escalader, et là, on voit le petit robot Roméo qui bouge. Parce que bien sûr, on l'a fait glisser, il suffit de calculer l'étape finale qui ne convenait pas que faire bouger. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on fait maintenant et on est reconnu pour ça dans le monde. On sait planifier des mouvements avec différents types de contraintes. Voilà. Alors ça nous fait passer au chapitre suivant. Voilà, qui est la commande du mouvement. C'est-à-dire une fois que l'on a trouvé un plan hauteur, bien on sait que dès qu'on a affaire avec un système physique, bien le modèle ne sera jamais le même que la réalité. Donc dès qu'on va passer à la réalité, et on va traiter des incertitudes, on va devoir traiter des approximations, et donc il va falloir trouver des méthodes pour que le mouvement soit réalisable. Et là maintenant, la question c'est de savoir comment je vais devoir articuler chacun de mes liens, comment je vais devoir les coordonner pour réaliser une tâche. Alors je vous avais montré l'exemple au début d'un simple bras, où on avait les liaisons Q1, Q2 jusqu'à Q6. Donc on savait comment bouger ces liaisons pour faire bouger le bras. Eh bien ici, imaginez que le robot HRP2, voilà une des premières, vous voyez, on est en 2007, une des premières tâches, on lui dit, va attraper une balle, donc il utilise sa vision, et lui-même va dire, ben, je suis trop haut, il faut que je fasse un petit pas, et puis il va envoyer une main pour l'attraper, et en même temps, vous avez vu, il a envoyé la main derrière. Alors voilà la résolution d'un problème de cinématique inverse. Nous n'avons jamais dit au robot, il faut que tu utilises ton bras, que tu le bouges de tant de degrés, et il faut dans le même temps que tu coordonnes un mouvement de l'autre bras en arrière. Donc c'est pas du tout comme ça qu'on programme ces systèmes. En fait, ce que nous faisons, c'est donner au calculateur l'ensemble des mouvements possibles, c'est-à-dire des articulations qui sont disponibles, et ensuite on définit des contraintes et des objectifs. On dit, première chose, tu ne peux pas bouger n'importe comment, parce que ça c'est attaché, cette partie du corps est attachée à celle-là. Donc on décrit toutes les équations qui donnent des liens, avec tous les paramètres qui sont disponibles pour faire le mouvement. Et ensuite on dit, eh bien il faut impérativement que tu restes en équilibre. Donc on écrit des contraintes pour rester en équilibre. Ensuite on dit, il faut que tu amènes ta main là. Et puis on peut demander tout un ensemble comme ça d'objectifs. Donc il va les gérer par priorité, c'est-à-dire qu'au départ, il va utiliser tout son potentiel pour faire au mieux ce qui est prioritaire, et puis en plus, ensuite, de loin en loin, il va réussir plus ou moins bien à faire le reste. Voilà, c'est ce qu'on appelle un problème de cinématique inverse sous contrainte. Donc vous avez vu comment ce robot, avec ses sens, perçoit la tâche et la réalise. Et donc, l'étape suivante, c'est de prendre en compte des éléments dans l'environnement. De dire, OK, je veux attraper un objet qui est au sol, mais on a fait exprès de mettre un objet de très proche de lui, je ne peux pas aller dans cette zone. Donc, ça veut dire que dans la hiérarchie des objectifs, eh bien, tu dois obéir à ton modèle, ensuite, tu dois garder ton équilibre, tu dois amener ta main à cet endroit, mais en autre priorité, tu ne dois pas rentrer en collision avec l'environnement. Voilà. Et donc, on développe des méthodes de résolution qui nous font travailler de manière très étroite avec les chercheurs en Matabi, par exemple, parce qu'il faut que cette commande tourne très très vite. C'est-à-dire que les 30 degrés de liberté du robot, il faut les prendre en compte à une cadence très élevée. En fait, il faut qu'en 5 millisecondes, et même avec le nouveau robot en 1 milliseconde, on ait réussi à tout calculer. Donc ça veut dire que toutes ces équations dont je vous parle, il faut arriver à les écrire avec un maximum de la manière la plus simple possible. Et donc ça déclenche, vous voyez déjà le robot même une première interdisciplinarité, ça déclenche des questions sur des questions de maths appliquées, et même parfois des problèmes de maths plus hauts. Puisque les chercheurs en maths, donc je me dis, oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé, parce que cet exemple me met des doigts sur une question que je n'avais jamais développée, et on a eu des exemples de problèmes qui ont suscité des résultats en maths.
Voilà. Alors, ici, c'est une autre approche dans laquelle le robot va résoudre une tâche de cinématique inverse, c'est-à-dire utiliser tous ces de la liberté. Et la bonne idée ici, ça c'était un super chercheur qui était dans le labo, qui faisait sa thèse en 2009, avait été de dire, ben, finalement, les pas, je peux considérer également que ce sont des corps. Et donc, qui sont liés entre eux. Finalement, le robot, c'est le robot plus ses pas. Et donc, ce qui lui permettait de traiter la manipulation et la locomotion comme une seule même tâche. Et un bel exemple est ici, où par exemple on a mis un objet entre les pieds du robot, et donc le robot calcule, se rend compte qu'il ne peut pas accéder directement, donc déroule son mouvement en arrière pour aller se mettre dans une position dans laquelle il va effectivement pouvoir attraper l'objet. Donc ça veut dire étendre cette chaîne cinématique de manière virtuelle en temps de temps de bas. Voilà, vous voyez qu'il y a, quand on utilise ces machines, il y a toujours un arceau de sécurité ici, parce que c'est des robots qui valent très cher, et donc ils sont quand même rigides, s'ils tournent, ils se cassent. Donc impérativement, soit on a un bon roulant avec les cordelettes qui le sécurisent, soit on utilise ce genre de petits ponts suspendus. Alors, je continue. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'algorithmique de la marche. Alors ici, vous voyez, donc c'est accéléré, c'est pas très esthétique. C'est également quelque chose de, vous voyez, où on en est en robotique humanoïde. Ça, c'est les mouvements finalement les plus rectiques, les plus avancés qu'on arrive à faire avec ce type de machine actuellement. Donc, vous voyez par exemple que les bras sont pas coordonnés. Bon, il y a des tas de choses qui doivent être améliorées très rapidement. Alors, ici, il faut comprendre une chose, c'est que quand on fait marcher un robot, la marche, et ça ne peut pas être résolu de manière instantanée. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre en compte le futur. C'est ce qu'on appelle en automatique la commande préditive. C'est-à-dire que quand on veut résoudre ce genre de problème, il faut utiliser un modèle de comment fonctionne le robot et se demander dans une demi-seconde quelles vont être les conséquences de l'ordre moteur que je vais donner. Et donc ça, on l'applique comme on doit traiter un problème. Ça fait encore plus de variables à considérer. Dans ces cas-là, on se ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire un système très simple, dans lequel on considère ce qu'on appelle le centre de pression, c'est-à-dire ce qu'on sent quand on est sur nos deux pieds. On sent que selon on se balance, que le poids, le centre de pression vient se mettre sur la droite ou sur la gauche, par exemple, et on concentre la masse en un coin. Et donc, le lien entre le centre de pression et le centre de gravité est à l'origine de tous les algorithmes qui fonctionnent aujourd'hui sur les neurones humains. Voilà, donc c'est ce calcul-là qui permet d'inverser la réaction et d'arriver à trouver une solution. Et puis, dès que l'on fait bouger les corps en situation de déséquilibre, ou dès que l'on bouge à une certaine vitesse, ou dès que l'on rajoute des contacts, eh bien, on ne peut plus raisonner sur des modèles géométriques, il faut prendre en compte les masses. Puisque vous savez que chaque fois, en mécanique classique, chaque fois que l'on fait varier une vitesse, soit dans son amplitude, soit dans sa direction, eh bien, on génère des forces. Les forces sont proportionnelles à la variation de vitesse, ça s'appelle d'accélération. C'est les lois de Newton et d'Euler. Donc ici, eh bien, vous voyez, dès qu'on bouge, on crée des accélérations, on crée des forces, et donc il faut prendre en compte donc, un modèle dynamique complet. Donc c'est ce que nous savons faire aujourd'hui. Nous savons non pas commander les robots en position, mais en calculant sur chacune des articulations quels sont les couples, c'est-à-dire une force avec un bras de levier, que l'on doit appliquer pour arriver à les faire se déplacer. Voilà, et donc on a étendu ces genres d'algorithmes à la marche. Donc vous voyez ici, par exemple, ça c'est plus récent, on avait fait ce spectacle en 2012 à la Halle aux Petit, je ne sais pas si vous avez vu ça, et c'était une super chorégraphie avec Tayeb Benamara, qui est le danseur du hip-hop, et donc on avait enregistré le mouvement du danseur, le mouvement du robot, on avait calqué les deux mouvements, et on était arrivé à faire la chorégraphie. Et là, vous voyez, on avait même enlevé les portiques de sécurité sur notre robot parce qu'on était assez sur le nous. Et finalement, normalement, avec moi, on avait l'illusion qu'il y avait une communication. Parce que la robotique humanoïde, par la forme humaine, fait qu'on projette dessus des tas de choses. Cette machine ressent, pense à des émotions, d'où tout ce qu'on lit bizarrement après ce mot. Voilà, donc je vous rassure, c'est qu'une machine, ça ne ressent absolument rien. Et ce n'est pas plus évolué qu'une machine à laver ou autre voiture.
Voilà. Alors, un petit record ici pour vous montrer aussi qu'on est à la préhistoire. Vous voyez, ce mouvement-là avec cette hauteur, c'est un record pour HP2. Et pour le résoudre, dans ces cas-là, on a pris les calculateurs les plus puissants qu'on avait à notre disposition, avec les algorithmes les plus performants. On a pris tous les degrés de liberté et on a essayé d'optimiser le mouvement. Et vous voyez qu'en faisant ce mouvement, donc avec ses moteurs, il n'a pas fait puissance, ce robot, il va même jusqu'à faire comme ça avec la tête. Donc il essaye d'utiliser tous ces degrés de liberté pour faire ce petit mouvement. Donc évidemment, ça c'est de longues heures de calcul. Donc on peut le faire en laboratoire avec des choix pour s'amuser, mais c'est par le fait de à part chez les euros. D'accord? Il vaut mieux travailler. Vous voyez, ça c'est l'inverse de ce que je vous montrais tout à l'heure, le pendule inversé. Quand on travaille sur le pendule inversé, on simplifie au maximum le modèle et on est capable de prévoir dans le temps. Ici, on ne fait qu'une résolution sur un tout petit intervalle de temps et ça nous prend des heures de calcul. Donc il y a tout un spectre de mouvements que l'on peut réaliser. Voilà, ça c'est un résultat, vous voyez, en 2014, c'est encore assez récent. Voilà, et là, ce sont les algorithmes les plus avancés. Vous voyez, on commence à coordonner les bras, en s'inspirant du modèle humain, on rentre des paramètres, et puis on sait planifier du multicontact. Vous voyez, c'est les mouvements les plus jolis, où on utilise ce contact pour stabiliser notre robot et pour limiter les efforts au niveau des genoux, puisqu'on avait des pics de 40 ampères là, qui faisaient que le moteur était à la limite de résister. Et à partir du moment où on a utilisé la rampe, comme nous le faisons nous-mêmes, on s'est rendu compte que le force sur les genoux était diminué, on pouvait augmenter les capacités de nos robots. Voilà, et donc on a testé ça un petit peu sur des pages apologies, sur une poutre, un truc partout, on a montré qu'on avait une certaine maîtrise de cette robotique aujourd'hui, à des vitesses très lentes. Vous voyez que ça n'a rien à voir, par exemple, à ce que, vous allez me poser la question, ce que vous avez vu sur Internet, par exemple, le robot Atlas de Boston Dynamics, qui est un bipède, qui fait des mouvements beaucoup plus dynamiques. Personne ne sait comment, parce que c'est protégé par le ministère de la Défense américaine. Mais avec ce type de technologie, eh bien, nous, c'est des choses que l'on présente dans les conférences internationales, qui sont à l'état d'art, et qui montrent où en est la recherche actuellement en robotique humaine. Voilà, et nous allons vers des mouvements plus souples, parce que notre objectif est de casser donc justement cette contrainte de rigidité. Vous voyez ici un exemple de mouvement qui est donc c'est tout aussi rigide, mais c'est la commande qui est commandée en couple au lieu de commander en position. Et vous voyez, on arrive à avoir quelque chose de beaucoup plus élastique. Donc là, on a une commande en couple à cette liaison, et ici, on a une commande en position. Vous voyez, si on asservit le genou pour que la jambe garde un angle nul, eh bien, ça ne bouge pas. Alors qu'ici, on a simplement une consigne d'effort à réaliser pour ramener à une position. Et puis, en simulation aussi, on fait beaucoup de choses où on imagine des actionneurs qui auraient certaines capacités, et à ce moment-là, on voit comment on est capable de les commander. Ça signifie qu'en fait, la technologie est maintenant un petit peu le goulot d'étranglement. Il va falloir avoir des systèmes qui se rapprochent de plus en plus de la technologie mécanique de notre corps. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement tout résoudre par l'automatique, par la commande. Il faut aussi faire évoluer les systèmes physiques eux-mêmes. Je pense que la robotique n'a jamais été aussi en symbiose entre tout ce qui touche au software, au logiciel, et tout ce qui touche au développement de la machine elle-même. Voilà, alors ça nous amène, vous voyez, à rechercher des muscles artificiels. Ça, c'est un axe de recherche fort dans notre département. Donc ça, c'est un bras qui a été ici il y a pas mal de temps en arrière, qui a été conçu avec ce qu'on appelle des muscles de McKibben, qui sont des muscles pneumatiques. Et ces muscles-là ont vraiment cette capacité, on retrouve une capacité qui est beaucoup plus proche de celle du corps humain. Mais à ce moment-là, on gagne cette flexibilité, on a un système avec lequel on va pouvoir interagir. Mais la difficulté, c'est la précision à ce moment-là. Vous voyez, si c'est pour aller taper dans une balle, faire un geste en optimisant certaines choses, mais qui n'a pas besoin de trop de précision, ça va. Si on demandait d'aller faire une opération avec un robot chirurgien, bon, on n'aurait pas trop envie de se faire opérer avec ce genre de machine. Et ensuite, on travaille au niveau micro-éléments, puisqu'on a la chance dans ce laboratoire d'avoir justement plusieurs départements, dont certaines, je vous ai dit, c'était micro, bio, nanotechnologie. Eh bien, on va essayer de trouver tout ce qui est polymère électroactif, matériaux composites, matériaux à mémoire de forme, et qui vont réussir lorsqu'on les fait parcourir par un courant, ou lorsqu'ils reçoivent des lumières, ou lorsqu'on les chauffe, de s'uniformer. Et on essaie
d'imaginer comment on pourrait retrouver les capacités de la fibre musculaire. Et en mettant ces fibres en série, on se dit peut-être on arrivera à refaire un muscle. Voilà, c'est quelque chose qui nous fait rêver et qui occupe pas mal la communauté aujourd'hui. Voilà. Donc ça clôt ce second chapitre, oui. Je vous en prie. Quelle raison c'est beaucoup précis avec Alors c'est beaucoup moins précis parce que plus un système est rigide, en fait, d'accord, plus nous allons l'asservir de manière précise par rapport à des contraintes géométriques, et plus nous allons avoir un résultat précis. Donc tous les robots industriels actuels dans l'industrie sont commandés en position et sont des robots qui sont absolument rigides. C'est-à-dire quand vous le touchez, il est rigide, il ne bouge pas. Dès que vous acceptez qu'il ait une certaine élasticité, alors il y a des gens par exemple qui essayent de mettre des ressorts à certains niveaux de l'articulation, des ressorts de raideur variable, qui essayent en fonction de la tâche, parce que selon les mouvements que nous faisons, dans certains cas c'est très intéressant, vous soulevez quelque chose, c'est bien d'être compliant, vous tapez sur quelque chose, c'est bien d'être compliant, ça veut dire le contraire de raide, ça veut dire souple. Donc, mais il faut pouvoir réguler cette rigidité en fonction de la tâche. Quand vous avez besoin d'être précis, quand vous écrivez quelque chose, par exemple avec de la calligraphie, votre main est complètement rigide. Voilà. Et le robot, excusez-moi, le robot que je vous ai fait voir, le robot pneumatique, on ne sait pas encore commander sa rigidité. C'est-à-dire qu'il faudrait tirer à la fois sur le muscle agoniste et antagoniste, comme chez l'homme, et on ne sait pas encore le faire de manière précise. Peut-être est-ce que c'est pas complexe pour chaque BA de gérer sa résistance en fonction de... Et puis c'est parce que ces systèmes ne sont pas équipés de capteurs suffisamment précis. Donc il faudrait avoir des capteurs de pression, des capteurs de position au niveau de chacun d'eux, mais c'est quelque chose que l'on pourrait faire. Voilà. Mais il faut savoir aussi que le muscle humain n'a pas simplement, par articulation, n'a pas simplement deux muscles qui tirent avec une poulie, mais souvent sur des articulations, il y a plusieurs paires de muscles antagonistes qui viennent rigidifier plus toute la structure, toute la chair qui vient entourer le système, qui joue aussi un rôle compact. Voilà. Alors, s'il me reste un peu de temps, je vous montre deux exemples, mettons, d'interdisciplinarité entre la robotique et les sciences du vivant. Alors, le premier exemple, donc, juste pour vous dire comment ça marche, c'est que dans certains cas, on veut utiliser les méthodes de la robotique, ce que je viens de vous présenter, en fait, pour essayer de modéliser, pour essayer d'interpréter ce que des chercheurs en sciences du vivant observent. Ils font, par exemple, de l'électrophysiologie dans une zone d'un cerveau chez un singe. Ils observent que quand le singe fait tel mouvement, il se passe ça. Il y a de l'activité dans cette aire motrice. Pourquoi? On ne sait pas dire pourquoi. Parce qu'avec tous les modèles que l'on a, on ne sait pas interpréter, par exemple. Eh bien, si on attaque des fois le problème comme un problème brute force, comme le fait un ingénieur, on voit parfois une solution que le biologiste n'aurait pas vue. Et on apporte des solutions qui peuvent être très intéressantes. Et dans l'autre sens, eh bien, on peut s'inspirer des méthodes, des modèles qui sont construites par l'observation du vivant pour essayer de mieux faire marcher nos robots humanoïdes. Et ça se passe dans les deux sens. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple dans chaque sens. Ici, dès une question que l'on s'est posée, on s'est dit, est-ce qu'il y a, dans la façon de marchons sur le sol sans obstacle, est-ce qu'il y a de stéréotypie? Est-ce que les gens se comportent tous de la même manière et pourquoi? Quelles sont les règles qui font qu'on va choisir telle trajectoire ou telle autre? Alors c'est très pratique, sinon on s'élèveront dans cette question, parce que si demain on veut faire interagir un robot humanoïde avec un humain, eh bien il faut qu'il ait un comportement qui mette l'humain à l'aise, il faut qu'il y ait un comportement qui soit le plus possible similaire aux règles de fonctionnement qui sont observées chez l'homme. Donc c'est très important de comprendre comment ça se passe, comment il y a le comportement général. Donc pour ça, eh bien, on a demandé à des sujets humains de passer, par exemple, entre deux portiques, vous voyez, comme ça, on leur disait de marcher à une tête de confort. On leur disait, vous voyez, vous devez passer entre ces deux là, et puis ensuite, vous devez ressortir par là. Et on a donc mis des petits capteurs. Donc je vous ai dit comment on a ces systèmes de capture de mouvement où on est capable, avec des caméras infrarouges, de repérer de manière très précise comment se déplace ce marqueur et de reconstruire le mouvement ensuite. Et donc, on a analysé dans un gymnase en partant de différentes positions avec différentes orientations. Toujours position, orientation. Et on a lancé ces mouvements. Oui, ça a été un des premiers tests qu'on a fait.
Et on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait ce stéréotype. C'est-à-dire que les hommes, s'ils partent, et si c'est la position initiale et chaque fois, vous voyez, les positions finales atteintes, eh bien, on voit qu'on fonctionne, on marche à peu près tous en obéissant certaines règles de courbure, de trajectoire, de comportement. Donc, on a voulu essayer de creuser ça et de se dire, mais qu'est-ce qui est optimisé? Est-ce que le cerveau, parce qu'on pense souvent ça, que le cerveau, en faisant un mouvement, optimise un critère, minimise un critère, par exemple l'énergie éconcée, ou le temps, ou la variance, c'est-à-dire arriver à le faire, le mouvement, avec la meilleure répétabilité, ainsi de suite. Donc il y a plein de critères qui ont été proposés. Et donc si on suppose qu'il y a cette minimisation, quel est ce critère? Eh bien, pour répondre à ce genre de problème, en tant qu'ingénieur, et bien voilà ce qu'on fait, on étudie, puis on se dit quels sont les variables qui semblent rentrer dans le mouvement. Imaginons par exemple qu'on veuille partir de cette position avec cette orientation pour arriver ici avec cette orientation. Et on se rend compte que ce qui va être important, c'est quelle est la part du mouvement que l'on va faire de manière en face, quelle est la part du mouvement que l'on va faire justement de manière perpendiculaire. Quel est le critère temporel, par exemple, va être quelque chose qui va être important, on s'en rend compte. Et puis aussi, on s'est rendu compte que cet angle-là, c'est-à-dire l'angle entre le début et la fin, joue un rôle fondamental. Alors, vous avez peut-être déjà observé ça. En fait, quand vous allez d'un endroit à un autre, soit en voiture, soit à pied, ben souvent on ne prend pas le même chemin, avec toujours ce signe d'être à l'heure ou d'optimiser, ainsi de suite. On prend parfois pas le même chemin, mais très souvent pas le même chemin quand on va dans un sens ou quand on va dans l'autre. Parce qu'en fait, on cherche souvent à s'orienter d'une certaine manière avant, c'est-à-dire de se mettre dans la direction. On pense au but que l'on veut atteindre, et donc la stratégie parfois est différente. Et là, on a trouvé que ça, c'était quelque chose qui régissait le mouvement, donc en fait, qui faisait que les comportements n'étaient pas symétriques. Si l'on parcourt dans un sens et dans l'autre, et bien on n'a pas le même comportement. Donc, on a rentré tous ces critères qui, de l'observation, nous permettaient d'avoir quelque chose de cohérent. Et on a créé quelque chose qui va être de combinaison de ces différents critères et dans laquelle on met un poids. C'est-à-dire, il y a un poids sur ça, un poids sur ça. Et la question, ça va être d'ajuster ces poids. C'est-à-dire qu'ensuite, on va faire tourner des calculs et on va regarder comment se comporte réellement l'homme et puis on va essayer de régler le poids pour arriver jusqu'à trouver la bonne solution. Et donc, on a fait ça. Donc, à partir, donc, je vous rappelle, de l'observation du mouvement, en utilisant ce qu'on appelle donc de l'optimisation inverse, c'est-à-dire on observe des trajectoires que l'on suppose optimales. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver qu'est-ce qui est minimisé. Alors, quand on fait l'optimisation, on cherche les trajectoires qui optimisent le critère. D'accord? Là, on cherche de l'utilitaire. Et donc, on a résolu ce problème, on a trouvé ces poids et on a trouvé des trajectoires. Et donc, après, c'est très facile de le transposer, puisque finalement, si je reviens au petit schéma que j'avais au départ, mon être vivant est simplement représenté par un coin, par exemple le camp van Sonport, et la direction de ses épaules. Donc ça, c'est facile de transposer un robot humanoïde, c'est quelque chose qu'on a directement. Et donc, ça nous a permis, mais finalement, de caractériser que si un robot part de cette configuration, vous voyez, il est orienté comme ça, s'il doit aller là, il va se montrer comme ça, il ne va pas se balader comme ça. Si par contre, il doit bouger latéralement, eh bien, jusqu'à une certaine distance, on va faire un pas chassé. Mais par contre, quand c'est trop loin, on ne va pas en faire plusieurs fois, on va se le montrer, on va faire ça. Vous voyez, donc il y a un moment à partir duquel on change de position. Et donc, on a identifié tous ces paramètres et ça nous a permis, vous voyez, de résoudre un problème qui devient un problème de robotique, mais qui a été publié aussi dans de la science. Donc, ça montre une façon dont les outils d'optimisation issus de l'ingénierie vont être utilisés pour répondre à un problème que n'avaient pas résolu les chercheurs en neurosciences. Et réciproquement, eh bien, on apporte à un robot humanoïde une façon de se déplacer qui va reproduire le comportement humain de manière canonique, sans avoir à le recalculer à chaque fois. Les deux stratégies différentes, l'objectif était le même, l'objectif global était le même. La même fonction de coût va expliquer tout le phénomène, qui va permettre, comme quand on résout un problème de commande optimale, de partitionner l'espace et de dire si je suis dans cette région, la commande optimale est comme ça. Si je passe dans cette limite, alors je commute, je fonctionne plus comme ça et je résous un problème de synthèse de commande optimale. Est-ce que maintenant il y a des chercheurs en neurosciences, en sciences humaines qui se posent la question entre la masse de tout ça,
de voir un petit peu s'il y a une variation humaine selon les cultures, etc., Ah oui. ces différentes stratégies. Oui, bien sûr. Il y a des tas de personnes qui s'intéressent à la variabilité, qui est toute la clé de l'adaptation, en fait. C'est-à-dire qu'en même temps, ça c'est le paradoxe. C'est-à-dire dès qu'on fait des neurosciences, dès qu'on cherche sur le comportement de l'homme, donc là je simplifie les choses, mais effectivement, dès que l'on travaille sur l'homme, on trouve de la stéréotypie en même temps de la variabilité. Et c'est ce qui permet d'expliquer la capacité qu'a l'être humain de s'adapter aux tâches. Et l'être humain n'est pas un robot, il n'obéit pas à un algorithme prédéfini. Il a ce libre arbitre et cette capacité, tout en ayant dans ses gènes, dans son apprentissage, des mouvements qui sont codés. C'est-à-dire, vous savez que quand vous bougez vos doigts, eh bien vous bougez vos doigts d'une certaine façon, ce qu'on appelle les synergies. C'est-à-dire que les articulations bougent ensemble. Et parfois, on s'amuse, on dit, est-ce que tu as envie de faire ça en ne bouger que cette phalange? Et là, on se rend compte que c'est très difficile parce que notre cerveau ne code pas le mouvement d'une articulation, mais code des paquets de muscles. Si on actionne, par exemple, dans l'aire motrice primaire des neurones, eh bien, on va faire bouger des paquets de muscles. On n'a pas de commande de muscles unique un par un. Voilà. Alors, je vous donne juste un autre exemple dans l'autre sens. C'est-à-dire, ce coup-ci, on va s'intéresser à des modèles construits par des modélisateurs en neurosciences. Donc, toujours autour de cette question de l'optimisation, beaucoup de gens se sont demandé, lorsqu'on fait un mouvement d'atteinte vers une cible visuelle, qu'est-ce qui est minimisé? Comment le système nerveux choisit de bouger comme ça et non pas comme ça, et ainsi de suite? Qu'est-ce qui exprime le mouvement? Donc je vous dis, il y a des tas de critères qui ont été proposés. Il y a des critères, par exemple, dans l'espace réel, qui disent que la trajectoire est toujours proche d'une ligne droite et minimise la variation de l'accélération, ce qu'on appelle le jerk, c'est-à-dire la dérivée seconde de la vitesse. Donc, c'est un exemple. Il y a l'énergie, il y a la variation de l'énergie, il y a la variance, il y a plein de critères qui ont été proposés pour essayer d'expliquer comment ça se passe. Et là, on avait rencontré un chercheur de l'INSERM qui proposait un modèle qui était censé encapsuler tout ça, et qui nous disait non, il ne faut pas réfléchir sur des critères physiques. En fait, s'il y a un critère d'optimisation, il faut remonter à l'énergie, c'est-à-dire à la cellule nerveuse qui vient innerver le muscle, qui vient donner l'ordre moteur. Et c'est certainement la minimisation de l'énergie consommée par ces cellules-là qui explique le mouvement. Donc, il a dit, eh bien, on va minimiser l'énergie de motoneurones et on va peut-être trouver la bonne coordination. Et ensuite, il a dit, eh bien, nous allons également séparer les efforts qui s'opposent à la gravité. Alors, on sait que, par exemple, chez les muscles humains, il y a des fibres musculaires blanches et des fibres musculaires rouges. Certaines que l'on dit qui s'opposent, par exemple, à un effort qui se fatigue peu, d'accord, et par exemple, quand vous restez en position verticale, vous avez les muscles du dos qui ne se fatiguent pas, alors qu'ils produisent un effort continu, et d'autres qui vont aider à faire un mouvement, on appelle des muscles phasiques. Et donc, entre les muscles toniques et les muscles phasiques, eh bien, il y a des rôles répartis. Et il a dit, cette minimisation-là, elle ne marche que dans la partie phasique, c'est-à-dire que la partie, pas qui s'oppose à la gravité, mais la partie qui produit le mouvement. Donc voilà ces deux hypothèses. C'est pour ça que ça nous séduisait, parce que c'était simple. Minimisation des motoneurones, des cellules nerveuses qui innervent le muscle, et en fait, l'optimisation ne se fait que sur la part du muscle qui produit le mouvement. Bon, on s'est dit, on va essayer d'appliquer ça à un robot humanoïde. À part qu'évidemment, le robot humanoïde, il n'a pas de motoneurones, puisqu'il fonctionne avec des moteurs continus et des réducteurs, donc ça n'a rien à voir. Heureusement, il y a eu une longue étude sur ce thème, et on a des modèles, alors ça c'est un petit modèle dynamique du second ordre, on dit, qui décrit parfaitement entre l'énergie qui est apportée par le motoneurone, les paramètres d'excitation et d'activation, qui retrouvent la force qui est produite au niveau du muscle. Et ça, on sait l'écrire comme une équation, et donc on va très bien pouvoir l'utiliser comme un système dynamique qu'on va coupler dans notre modèle de robot. Puisqu'en fait, nous, on connaît parfaitement, ça c'est la forme synthétique, c'est une équation sur beaucoup de degrés de liberté, on a dit qu'il y avait 30 paramètres, donc c'est des vecteurs, toutes ces choses-là. Eh bien, on sait écrire cette équation-là, et on va la combiner avec la dynamique d'un motoneurone, et bien finalement, pour chaque articulation, on va mettre une paire agoniste-antagoniste de force, comme ça,
Et on va essayer de minimiser cette fameuse énergie des motoneurones, c'est-à-dire on minimise sur le temps ce que vont pouvoir produire ces motoneurones. C'est un problème d'optimisation. Alors on a fait ça, et donc je vais vous montrer un petit exemple sur un mouvement simulé. Voilà comment se comporte par exemple le robot pour aller vers ce point-là. Hein, on pourrait aller dans tous les coins de l'espace qui entoure le robot. Vous voyez, il y a coordination des mouvements du bras, du tronc et de la tête. Eh bien, en fait, si on étudie, alors ça c'est dans le plan sagittal, c'est-à-dire le plan qui est dans le plan qui est comme ça, pardon, ça c'est le plan frontal, le plan sagittal, eh bien on a pris des cibles et on a enregistré les mouvements comme ça du robot. Et on les a retracés. Et donc quand vous voyez les trajectoires, vous voyez que effectivement on retrouve que ces trajectoires sont presque droites, qu'elles minimisent le jerk, et qu'elles ont une courbure quand même, elles ne sont pas droites. Et cette courbure s'inverse à certains endroits. Et la façon dont varie la courbure en fonction de la position du point final, ça varie très légèrement, mais on retrouve exactement ce qui se passe chez moi. Alors, c'est très intéressant de voir que en fait, la machine ici va nous servir à tester un critère qui est issu des sciences du vivant. Et ce qui est de marrant, c'est que même les courbes de vitesse, dans cette forme de cloche, on les retrouve dans ce cas-là. Alors, ça, c'est des critères qui, pour le biologiste, par exemple, qui n'est pas matheux, qui n'a fait pas de boulot automatique, vont paraître un petit peu magiques. Tiens, les courbes doivent être comme ça, les trajectoires doivent être comme ça. Mais nous, en tant qu'ingénieurs qui travaillons ou étageons ce genre de choses, eh bien, moi, ça ne me surprend pas du tout que les courbes aient cette allure. Et je disais, oui, c'est tout à fait simple. On met ici ce qu'on appelle le filtre du second ordre, c'est-à-dire que les signaux qui passent entre l'énergie du motoneurone et la force suivent un type de filtrage qui va induire ce phénomène. Et donc, je peux, en ayant une culture d'ingénieur, communiquer avec une personne qui a cette culture spécifiquement et lui dire, c'est pour ça qu'on observe ça. Voyez. Et donc, voilà. Alors, quel est le problème qu'on résout quand on fait ça? C'est difficile de répondre. Parce que d'un point de vue de la robotique, ce geste-là, avec les algorithmes que je vais voir, je sais le faire. Je n'ai pas besoin d'utiliser des modèles issus du vivant. D'un point de vue des neurosciences, je ne peux pas dire que parce qu'en utilisant un modèle de robot humanoïde, j'obtiens une trajectoire qui a des similarités, je résous un problème en neurosciences. D'accord? Donc, en fait, ça intéresse, donc c'est très difficile à publier, et ça intéresse, vous voyez, des communautés qui sont interdisciplinaires et qui essayent de montrer qu'en fait, on construit des ponts. Et c'est ce qu'on fait souvent actuellement. Entre les différentes disciplines, on se rend compte qu'on construit des ponts, qu'on a des analogies, que les cultures différentes permettent de faire évoluer, de décloisonner ces choses. Donc c'est en ce sens-là principalement que c'est ce que le résultat est intéressant. Voilà. Alors je peux plus sur une dernière image, je ne vais pas vous montrer tout ça, pour vous montrer l'aspect biomécanique. Ici, par exemple, on reconstruit l'activité musculaire d'un sujet à qui l'on demande de faire des mouvements assez complexes. Vous voyez, on l'a mis sur un pied, il doit tenir l'envers vertical, on lui demande de pointer, on l'a contraint au maximum dans son mouvement pour essayer de comprendre comment le système nerveux organise le mouvement. Avec nos systèmes de reconstruction du mouvement, eh bien, on retrouve l'activité musculaire et on peut la simuler avec les outils de simulation issus de la robotique. Et ensuite, ici, quand on le fait, nous on fait certaines hypothèses. Je vous rappelle, je vous disais, quand on génère de mouvements, on prend des hiérarchies. On dit, il doit faire ça, avant ça, avant ça. Et donc, on peut tester si la hiérarchie que je propose est la même que celle qui est obtenue chez l'homme. Et donc, ça offre également, vous voyez, ces outils de robotique, un moyen de répondre à des hypothèses en biomécanique sur l'organisation du contrôle autonome. Ce qui explique pourquoi, de plus en plus, dans les conférences de biomécanique, il y a des sessions de robotique humaine. Voilà, je vous en dis pas plus. J'espère que vous allez me poser de nombreuses questions. Et je vous remercie de votre temps. Sur le tour qui va open simplement par un seul qui les emplois c'est Allez, je t'avais coupé. vous utilisez un Un tort. D'accord. Oui, c'est un petit exemple. J'ai pris l'exemple du tort parce que je sais que celui-là
Moi, quand j'ai piché des flancs que des fois, j'étais cette personne-là parce qu'on visualise l'espace. Alors, quand on travaille sur un robot humanoïde, on est dans un hymertor. On est dans un espace de dimension de fou. Le tor est un espace de dimension 2. Quand on parle de la surface du tor. Vous utilisez le représentatif historique. Voilà, ça, attention. Du coup, vous utilisez un peu pareil que lui serait aider à que les minéralistes. Non, parce que ce sont des espaces, c'est les espaces dans lesquels on va travailler, on va décrire c'est toutes les thématiques qu'on va utiliser. Et vous savez qu'un espace au-delà de 4, au-delà de 3, on n'arrive pas à se représenter. Même si on dit de représenter l'espace avec la variable temporelle, quatrième dimension, on ne peut pas le pressentir des sens. On peut l'imaginer. Et après, les grands espaces de tous les angles européens, pas c'est pour ça que celui-là permet un aspect pédagogique, parce qu'on est de visualiser, donc on comprend. Et après, il faut projeter un sujet, c'est le même principe dans les espaces de dimension. Et une chose qui m'a choqué sur ce fameux temps, c'est qu'elles sont pas un tapis en rouge, étaient disjointes dans la représentation physique, et elles semblaient connectées sur le dehors. Oui, parce qu'elles sont transformées par le mouvement du robot. Elles sont dépendantes de la configuration du robot. C'est-à-dire, elles sont en rouge toutes les zones dans lesquelles une partie du robot est en contact. Et elles peuvent être connectées par Oui, parce que vu qu'elles sont placées l'une sous l'autre par rapport au point de départ, elles sont... avec des angles ça. Voilà. Il y a des moments où le robot passe par les deux. D'accord? Oui, oui. Donc ça crée une connexion. Ah oui. Oui. Un robot passe à la fois par deux zones disjointes. Voilà, le petit système traverse à des moments les deux zones à la fois. Voilà. Alors, on peut aller sur des questions plus sociales par rapport aux robots, toutes ces choses-là, les questions que vous avez peut-être en tête avant d'arriver ici. Il n'y a que deux micros. Allez, à vous. Oui, si je m'en conviens aujourd'hui, on essaye quand même de se rapprocher du mode de fonctionnement inné, mais sans vraiment connaître comment il fonctionne. D'accord. Alors, bon, moi, je vous ai montré des liens avec l'homme, avec le modèle humain. Alors, j'en ai beaucoup d'autres. Vous me montrez, j'ai essayé d'en prendre un dans un sens ou dans l'autre. C'est une façon d'aborder la question. Il faut savoir que dans un laboratoire de robotique, il y a certaines personnes que ça passionne à travers la robotique d'étudier l'homme. Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout intéressés par ça, qui sont fondamentalement intéressés par le robot en tant que machine elle-même, qui sont passionnés d'informatique et qui ne se demandent pas... Donc, c'est pas la démarche de tout le monde. Mais quand on essaie effectivement de s'inspirer de modèles humains, ben on regarde tout ce qui est disponible. Et effectivement, sur l'homme, on ne comprend pas grand-chose. Hein, on commence à comprendre bien son anatomie, on commence à comprendre bien la répartition des centres moteurs, le rôle du cortex, du cervelet, de la moelle épinière. On sait à peu près où sont localisés les différents centres moteurs. Mais après, il y a plein de choses que l'on ne connaît pas. Donc, on arrive chaque fois à la limite, on utilise ce qui est disponible, et avec en plus une approche d'ingénieur sur une machine qui est très très loin de l'anatomie humaine, mais on trouve quand même des liens, vous voyez, qui ont du sens, qui sont intéressants. Alors, l'humain, la particularité, c'est que je ne veux pas dire que la marche, le côté physique n'est pas idée, c'est quelque chose qu'il apprend progressivement. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la robotique, on commence à mettre en place des l'apprentissage? Voilà, on est qu'il apprend tout seul à se relever, à trouver les algorithmes d'une manière façon de se relever. Alors, il y a donc la question de l'apprentissage et d'une discipline à part entière de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et qui est une question d'identifier à l'intérieur de bases de données de l'information, d'arriver à retrouver de l'information pour arriver à s'en servir. Donc, on voudrait, par exemple, rendre ces machines capables de traiter des bases de données pour extraire de l'information, pour pouvoir la réutiliser après. Alors, ce mot apprentissage a un sens en robotique. Ok ? Ce n'est pas du tout sûr que ce soit comme ça que notre cerveau fonctionne. On pense effectivement que des méthodes de réseau de neurones, par exemple,
artificielle essaye d'approcher un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau. Mais il faut faire très attention. Toutes ces questions, tous ces mots, réseau de neurones, intelligence artificielle, apprentissage, ça c'est très dangereux. Parce que donc, vous voyez, je suis le premier à faire un lien avec les sciences du vivant, mais je le trouve très intéressant. Pour autant, il faut faire très attention de bien comprendre qu'il s'agit ici d'une machine mécanique et que certaines questions que l'on se pose vont être connectées à des questions qui se posent dans les sciences du vivant, qui ont un sens dans les sciences du vivant. Et là, c'est dangereux, c'est lorsque ces mots véhiculent quelque chose qui, pour le grand public, prend du sens et que tout d'un coup, on projette sur cette machine des capacités émotionnelles et on se met à penser finalement que c'est un petit peu des êtres humains primaires, alors que ça n'a rien à voir, hein, c'est des machines. Et on utilise simplement ce que l'on extrait comme principe et comme élément bien identifié du fonctionnement humain, voilà, pour faire des parallèles et pour faire cette recherche interdisciplinaire exploratoire, mais très maîtrisée. Voilà. Donc à la fois, on est passionné par ça, et à la fois, il faut bien faire attention, surtout, de ne pas faire un amalgame. Et ça, combien, enfin, tous les journaux que l'on ouvre vous racontent que on parle du droit des robots, on parle de ce que ressent le robot, que le robot pense, que le robot prend des décisions. Et toutes ces choses-là, c'est des projections de ce que... Comme toi, je voudrais revenir sur ce que il y a est-ce que vous envisagez peut-être sur l'exemple de la porte qui soit comme ça ou en UCS, mais au lieu d'un potentiel code à lire et à scanner sur une masse de données, que justement le robot puisse apprendre que cette forme de board correspond à ça. Bien sûr, évidemment. C'est-à-dire que donc il y a tout un domaine. Je disais que la robotique est un carrefour, puisque finalement on va se poser toutes les questions du fonctionnement de l'être vivant. C'est en ça qu'il y a maintenant. Donc il y a la vision. Il y a des spécialistes de la vision artificielle qui, à partir d'une image ou de deux images en stéréovision, vont essayer de sortir de l'information à partir de contours, à partir d'arêtes, à partir de couleurs, à partir de tous les filtres que l'on suppose exister dans les aires de V1 jusqu'à V4 dans le cortex visuel humain. On sait qu'il y a ces étapes de filtrage. Donc, de la même façon, un petit peu, on essaye d'extraire de l'information, et donc des personnes sont capables de reconnaître si dans une image il y a une voiture, il y a une porte. Donc il y a des méthodes aussi qui vont apprendre à raisonner de mieux en mieux, qui vont recueillir des neurones, qui vont faire ce qu'on appelle des neurones, qui ne sont pas des neurones, ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc, effectivement, on voudrait que le robot, de plus en plus, aille vers ça. C'est une des spécialités. Et comprenez que moi qui travaille, par exemple, sur le mouvement, je vais essayer de simplifier tout ça. Et donc, comme je veux faire marcher mon robot de manière efficace, je vais le mettre un tag, et donc il va avoir tout de suite l'information. Donc, ce problème-là, j'évacue. De la même façon, la perception visuelle, au lieu d'utiliser souvent un algorithme de vision compliqué, j'utilise des caméras qui sont déportées avec des marqueurs, ce qui fait que je sais en permanence que mon robot, et des questions de perception, le lien entre l'oreille et la vision, toutes ces questions qui sont fondamentales, je les évacue parce que je me concentre sur le mouvement. Peut-être un tort, hein, parce que quand on coupe les choses, peut-être on comprend pas, mais bon, on ne peut pas faire autrement. Juste pour répondre peut-être un peu à la question, pour réagir comme Marc-Philippe disait, ça, notamment au lycée Galiléen, il y a des équipes qui travaillent sur l'événement, la notion de soi chez un robot. Donc c'est des équipes qui font un jour totalement différentes. On va travailler sur, très peu travailler sur le mouvement, sur en cas de robots qui fonctionnent déjà d'une certaine façon, et on va essayer de cette partie-là. Mais qui travaillent sur l'émergence de la notion en soi et l'apprentissage, en se basant sur les neurosciences, les études de l'apprentissage chez les enfants, mais essayer de, pareil, de corréler quelque chose. Est-ce que c'est une modélisation uniquement du vivant ou de la psychologie, ou est-ce qu'il y a aussi des démarches qui partent de la machine pour aligner cette machine avec des modèles
d'après ce que vous dites, c'est simplement une modélisation du Je connais pas tout le détail, c'est juste, j'ai assisté à une thèse sur ce domaine-là et c'est pas mon domaine D'accord. professionnel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en robotique, nous sommes libres. Il y a des milliers de laboratoires de recherche dans le monde, il y a même des boîtes privées qui travaillent. Donc, chacun aborde ces questions sous son angle spécifique. J'ai des collègues qui travaillent, par exemple, sur le système visuel de la mouche et qui ont compris comment les homotidies de la mouche permettaient à une mouche d'aller se poser. Dès qu'on éteint la lumière, une mouche ne sait plus voler. Donc, utiliser cette fonction comme un système robotique. D'autres vont travailler comme nous le faisons sur la locomotion humaine. Donc il y a plein de façons d'aborder les questions de la robotique. Donc pourquoi pas aborder les questions directement de la cognition, la question de la conscience, d'avoir conscience que nous sommes quelque chose d'unifié. C'est quelque chose qui est passionnant, qui passionne la philosophie depuis l'aube de l'humanité. Donc on peut se dire, bien, je vais essayer de me poser la question sur la machine, de savoir, par exemple, l'émergence de la conscience. Et, Ça me semble quand même une façon de faire de la recherche où on peut dire un peu tout et n'importe quoi. Donc, vous voyez, ça devient très dangereux, ça. Par contre, la démarche que nous suivons ici, je pense que le but, en fait, était surtout de voir quelle capacité d'apprentissage, en fait, autonome le robot pourrait avoir. D'accord. Effectivement, ça pose... mais vous voyez, on va devoir définir, on est des scientifiques, on va devoir définir les choses. Qu'est-ce qu'on appelle C'était pas forcément la conscience de soi, c'était la notion du soi qui permettait au robot d'apprendre, en fait. Il avait... D'accord. Enfin, c'était... Voilà. Alors, Enfin, vous pouvez le lire sur Internet. vous voyez que vous allez avoir, il y a des thèses qui se soutiennent dans des tas de domaines autour de la robotique. Il y a des gens qui font de la robotique cognitive, qui vraiment s'intéressent à essayer de sortir des modèles et in fine, ils apprennent des choses rudimentaires et ils montrent pour essayer de valider leur approche. Pourquoi pas, hein, je veux dire, il faut chercher, il faut essayer de développer toutes les C'était juste idées. pour signaler aussi. que voilà, il y avait des Voilà. choses qui se... Mais cette question est fondamentale, au fond. C'est-à-dire, ce que je vous ai montré, j'ai essayé d'être carré, d'être rationnel, mais cette question me passionne, de savoir comment se fait-il que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes capables de combiner l'information tactile de notre peau, l'information somesthésique de notre corps, la vision, l'audition, tout ça se combine avec notre contrôle moteur en quelque chose qui est unique. C'est-à-dire, vous n'êtes pas plusieurs systèmes, vous vous percevez comme quelque chose d'unique. Donc ça veut dire que tout ça est parfaitement intégré. Comment ça fonctionne? Donc c'est une question qui est passionnante. Il n'y a pas un roboticien qui ne se pose pas cette question. Après, la question, c'est de savoir est-ce qu'on est qualifié pour apporter une réponse. Eh bien, je vais vous montrer que si on aborde la question, par exemple, par le lien sensorimoteur, c'est-à-dire par les fonctions qui sont très terre-à-terre, comme on le fait, faire bouger une articulation, et finalement, on peut aborder ces questions-là. Par exemple, si je travaille sur la machine toujours comme un ingénieur, on peut se demander comment ça se fait que nous ayons, par exemple, tous les organes de perception de l'information à distance qui soient toutes placés dans la tête. Pourquoi est-ce que nous avons les oreilles, les yeux, l'oreille interne, qui sont organisés autour d'une même partie du corps? Un corps qui est mobile, qui a une certaine position. Vous voyez, on attaque le problème du point de vue de l'outil, de la machine. Et peut-être qu'en se posant ces questions-là, en essayant de répondre que finalement il est impératif que l'information, si je vous êtes en train de parler et qu'en même temps je lis sur votre bouche les mots que vous prononcez, en même temps que je les vois, il faut que ce soit parfaitement synchronisé depuis un même coin. Donc il est fondamental que géométriquement les choses soient au même endroit. Et ensuite, pour comprendre comment je suis, il faut que la perception de la gravité avec mon oreille interne soit prise à cet endroit-là. Vous voyez, on voit qu'il y a une nécessité, en travaillant sur la machine elle-même, d'organiser les choses d'une certaine manière. Moi, je crois plus que cette approche-là va peut-être nous faire comprendre d'où émerge la conscience, vous voyez, et le sentiment de soi, comme quelque chose d'unique. Alors que si je l'aborde via la philosophie, via des approches plus théoriques, ben, j'ai l'impression qu'on courra toujours après, que ça va nous échapper. Voilà, la chance qu'on a ici, c'est de pouvoir travailler sur un système réel, d'écrire des choses réelles, de le grignoter petit à petit à partir des fonctions simples, de rajouter demain de la vision, de l'audition, tout ça, en intégrant tout ça. L'ingénieur va peut-être dire, mais voilà pourquoi à partir d'un certain moment, on a ce sentiment de soi qui émerge. Vous voyez, je veux dire, je crois à cette question, mais par le côté banni. Juste une dernière question.
à partir de quand, en fait, on a commencé à se poser la question de savoir, quand on allait interagir avec les robots, savoir s'il était vraiment important qu'ils réagissent comme nous, en fait. À partir de quel... C'est une théorie. il y a eu ces études-là. C'est une théorie. Il n'y a pas de. Il y a des. Bon, alors il y a des gens qui font ce qu'on appelle la psychophysique, c'est-à-dire qui mettent des humains et des machines comme ça en interaction. Par exemple, on va croiser un robot dans un couloir qui a un comportement. On étudie le comportement, on sort des statistiques et on se rend compte que, par exemple, que la personne est plus à l'aise, qu'elle réduit moins sa vitesse. Si tout de suite vous croisez dans un couloir et vous voyez le robot qui a un comportement qui ressemble à celui qu'a un collègue, même si une machine a nettoyé le sol, ben vous allez vous dire, bon, voilà, elle est programmée pour fonctionner comme on fonctionne. Et donc, je me repère mieux et je vais mieux l'adopter. Voilà. Mais il n'y a pas de théorie claire. C'est des choses qui émergent au fur et à mesure. Cela dit, il y a un vieux rap, hein. Le joueur d'échecs de Mademoiselle, c'est la fin du 18e. Donc, il y a quand même toujours dans la tête de l'homme, depuis qu'il a une idée de machine, il y a toujours ce rêve. Voilà. À part qu'aujourd'hui, on a compris que c'était beaucoup plus difficile de programmer un joueur d'échecs pour lui faire le geste que pour battre son adversaire. Parce qu'aujourd'hui, on a compris qu'avec des calculateurs puissants, on pouvait faire des algorithmes qui calculeraient beaucoup plus que le joueur et donc qui le battrait. Alors que si la lumière est incidente et on peut confondre le pion avec une ombre, le mouvement va être mal fait selon les différents types de pions. La fonction motrice d'aller faire le geste, de le percevoir et d'aller agir, dans tous les cas avec tout type d'échiquier, vous voyez, dans des conditions diverses, on se rend compte que ça, c'est beaucoup plus difficile. À condition de varier les types d'échiquier, mais sur un type qui est donné. Voilà. Mais c'est la question de la commande motrice, finalement, pour nous, roboticiens, est plus difficile à résoudre que la question de battre le meilleur joueur d'échecs. C'est paradoxal. Deux petites questions à enchaîner. Est-ce que qu'on a la possibilité de définir le centre de gravité localisé dans un morceau solide? Oui. Et donc, deuxième question, est-ce qu'on a déjà joué avec un changement d'échelle du temps pour regarder, à partir d'un mouvement assez tranquille, ce qu'il atteindrait de l'équilibre du robot si jamais on multiplie par. D'accord. On divise par 100 le temps et non on multiplie la quantité de mouvement par 100. Oui, donc on sait que la dynamique va être complètement différente. Dans la mesure où on sait que les forces qui sont produites, qui sont le résultat de la variation de la vitesse, qui sont proportionnelles à l'accélération, donc sont proportionnelles à l'accélération. Donc on sait que le facteur temporel est immédiat. Et donc si on peut rejouer un film de cinéma en le faisant tourner 2 fois plus vite, on se rend compte que ça ne correspond pas à quelque chose qui est faisable en pratique. Voilà, on se dit si le même mouvement était exécuté, la personne perdrait l'équilibre et ça ne fonctionnerait pas. Donc effectivement, si on change l'échelle temporelle, on ne sera plus en phase avec notre mécanique classique. Je sais pas si ça répond à votre question. Merci. Je pense surtout à l'augmenter ou à le réparer, où on voit apparaître des machines qu'on greffe directement sur le corps humain, transhumain. Est-ce que Aulas, est-ce que vous avez ce type de recherche? Est-ce que la recherche, il y a des analogies avec ce que vous faites? Alors, la seule analogie que je verrai, c'est au niveau de tout ce qui est prothèse, exosquelette, par exemple. C'est-à-dire que les travaux que l'on développe ici sont directement utilisables et les technologies sont les mêmes sur un exosquelette. L'exosquelette est un système qui est un système de carcan qui vient entourer certaines parties du corps et qui vont permettre soit d'aider un mouvement chez une personne qui a perdu, par exemple, les capacités motrices, suite à un AVC, par exemple, et donc qui vont, dans un premier temps, par exemple, permettre de faire la rééducation, puisqu'on sait que quand on a perdu ses capacités motrices dans les premiers jours, dans les premières semaines, il est important de refaire les mouvements. Donc le robot peut permettre de faire des mouvements corrects, d'entraîner les personnes à faire les bonnes synergies, les bonnes coexcitations angulaires.
Et donc, on peut faire cette rééducation que sinon un praticien doit faire à la main pendant des heures en essayant de le faire correctement. Donc, il y a beaucoup de recherches dans ce sens-là pour essayer d'automatiser ces choses-là, que la personne puisse se faire chez elle, aller plus vite dans la récupération. Aussi, donc, au-delà de la récupération, s'il y a certaines phases où, par exemple, il n'y a plus de récupération, on va imaginer avoir un système qui va pallier l'absence de force motrice. Et donc, par exemple, chez un paraplégique, va le porter ou va lui permettre de faire des mouvements alors qu'il n'a plus la capacité. Donc, il y a pas mal de recherches qui est faite dans ce sens-là. Il y a un exosquelette qui est construit par le CEA, qui s'appelle ENI, et où même la recherche essaie d'aller connecter carrément les aires motrices du cortex prémoteur, le cortex moteur, pour prendre des signaux et utiliser ce signal pour aller, in fine, actionner l'exosquelette. Voilà. Donc nous venons en périphérie, on n'est pas du tout dans cette interface SAO de Chine, et qui est d'ailleurs secret défense, hein, mais on discute souvent avec ces gens-là pour essayer, dans l'actionneur lui-même, parce que il faut avoir cette capacité que l'exosquelette soit transparent. C'est-à-dire que par exemple, si vous, en sujet sain, vous portez l'exosquelette, il faut que vous ne sentiez pas la machine. Il faut qu'elle puisse disparaître, c'est-à-dire qu'elle-même compense sa gravité. Voilà. Elle est présente, mais elle compense sa gravité. Bon, alors ça ne marche pas à 100%. Mais lorsqu'on bouge, par exemple, on doit nous accompagner dans le mouvement sans qu'on le sente. Il va avoir cette capacité. Et après, évidemment, si on choisit de rajouter une force, alors là, elle vient la rajouter. Mais pour avoir cette capacité de compenser la gravité, eh bien, c'est les mêmes algorithmes, c'est le même savoir-faire. Donc, en ce sens-là, oui. Oui, c'est un peu un prolongement de cette question, mais peut-être travailler sur donc les robots, des robots qui ressemblent à des humains. Du coup, on se pose des questions un peu anthropomorphistes dessus. On cherche l'humain dans le rôle et finalement la perspective de ça serait un robot qui ressemble à un humain. Mais finalement, c'est pas ça votre problème. Votre problème, c'est de travailler sur des machines qui ont des capacités qui ressemblent à l'humain, les poussent à intégrer dans un monde humain. Et quelle est la perspective en cas de ces capacités? Qu'est-ce que vous visez? Quelles sont les prochaines étapes finalement que vous cherchez à acquérir, à obtenir, indépendamment justement d'une perspective anthropomorphe de ressembler à un humain? Alors, vous l'avez compris, ce qui motive le plus le roboticien, c'est d'arriver à commander, à faire bouger en équilibre ce système-là, qui est particulièrement complexe. Hein, on a dit toutes les difficultés qu'il y avait à le commander. Le fait qu'il y a beaucoup de degrés de liberté, le fait qu'il est instable, le fait qu'il est sous-actionné. Donc, le roboticien, il est passionné par le fait d'arriver à résoudre ce problème. Et évidemment, derrière, il y a cette conviction que l'on apporte une culture d'ingénieur à ce corps anthropomorphe qui est l'objet le plus cher que nous ayons. Donc en fait, c'est une exploration de la structure anatomique humaine avec une pas limitation, hein, parce qu'on en est très loin. Il y a moins de degrés de liberté, mais quand même on a cette structure avec 2 jambes, 2 bras, une tête. C'était question de la tête. Pourquoi les robots humanoïdes devraient avoir une tête? Vous voyez, toutes ces questions, c'est des questions qui sont profondément liées à la compréhension de la machine humaine. On les aborde par ce côté d'ingénierie. Et derrière, eh bien, on voit que la société entière voit des applications. C'est pas nous qui sommes allés chercher Airbus dans nos laboratoires. C'est eux qui sont venus taper à notre porte. Et d'autres industriels viennent chaque jour en nous disant « Je veux comprendre ce que ça veut faire ces machines ». Parce que il faut savoir, Airbus, par exemple, les chaînes d'assemblage qu'il y a à Toulouse, vu la taille de l'avion, l'assemblage final, à 87%, il est fait à la main. Donc ça veut dire c'est des personnes qui vont faire des millions de trous, qui vont mettre des rivets, parfois penchés dans des postures qui ne sont pas très agréables, et qui créent des trous de muscles squelettiques. Et donc l'industriel se dit, si je construis un robot, il va faire plusieurs tonnes. C'est la solution qu'a choisi Boeing.
de faire des infrastructures géantes, il faut daller des choses en béton, il faut faire des trucs extrêmement compliqués. La question, c'est de se dire, est-ce qu'on n'est pas plutôt capable de faire des petites machines qui se rapprocheraient par leur morphologie le plus possible de celle qui est conçue pour les ouvriers, pour aller agir et faire ces tâches répétitives de manière fiable. Voilà. Donc nous, on s'intéresse à ce robot humanoïde parce que c'est la compréhension de l'homme sur l'aspect machine. Vous voyez, on a cette approche de roboticien, et je suis sûr que n'importe qui met le doigt là-dedans, qui commence à essayer de faire marcher un bipède, quand vous le voyez marcher, c'est un bonheur, c'est génial, c'est un Lego gigantesque, et toute la journée, on s'amuse avec ça. Et quand vous voyez derrière la société qui dit, attends, mais ça m'intéresse, parce que peut-être que demain, je vais soigner des gens qui n'arrivent plus à marcher, je vais remplacer des métiers qui sont très pénibles, et donc vous voyez, vous êtes un carrefour de trucs, et ça prend tout son sens. D'accord, mais le sens de ma question, c'est imaginons qu'on ne s'intéresse pas à un élément, il est à construire une nouvelle machine qui ait un maximum de capacité, on ne la ferait pas forcément ressembler à un humain. Pas forcément, bien sûr que non. Tous les robots que je vous ai fait voir au départ n'ont pas la forme. Vous voyez, le robot sous-marin, ainsi de suite. Donc il n'y a aucune raison de leur donner une forme anthropomorphe. Disons qu'on peut dire qu'il y a tout un spectre de la robotique. Il y a votre lave-vaisselle, qui est une machine qui fait un seul truc, qui lave la vaisselle. Donc il y a une forme de cube qui n'est pas du tout anthropomorphe et qui est avec une porte et on met la vaisselle dedans, mais ça marche super bien. On en a tous un. Parce que c'est fiable. Ou le lave-linge. Et à l'autre bout, vous avez tous les robots imaginables, et puis au bout du spectre, il y a le robot qui aurait la même morphologie que l'homme. Alors celui-là, il est super dur à réaliser. Pourquoi le spectre? Parce que dans sa direction que l'homme. Parce que nous avons fait ce choix. C'est un choix de roboticien. Mais on peut imaginer que vous explorez. Et la réponse, je comprends, c'est bon, mais on aurait pu imaginer d'explorer d'autres pistes de robots ayant un maximum de capacité. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Il y a des gens qui s'intéressent aux robots de type anguille, il y a des gens qui vont faire des robots sous-marins avec des formes particulières, il y a des gens qui font des robots pour remplacer dans des tuyaux, il y a des endoscopes, il y a des tas de systèmes, il y a des robots, ils ont des formes, il y a des robots gélatineux qui s'inspirent des tentacules de la pieuvre, il y a plein de choses dans tous les domaines. Moi, je ne parle que de la robotique humanoïde parce que c'est mon métier. Mais effectivement, on peut imaginer rendre perfectionner toute forme de système. Et plus on va vers une tâche particulière, c'est ce qui se passe dans la nature, hein. Plus un être vivant est dédié à une fonction particulière, plus son bec prend une forme particulière, plus son morphologie, puisqu'on est de plus en plus convaincus, nous, roboticiens, que l'intelligence, c'est pas quelque chose qui est dans le logiciel, qui est uniquement dans le cerveau, elle est partout dans le corps. Et donc, on est convaincu que l'intelligence, elle est incarnée à tous les niveaux. Donc, effectivement, en fonction de la tâche, le robot doit s'adapter. On parle d'un robot bien particulier. C'est un choix. Oui. Vous avez, je rebondis sur ce qui est éthique. C'est ma question, comme ma remarque est plus proche. Moi, je me demandais un petit peu justement quels étaient les trajectoires des industriels de toutes sortes et si le processus lui-même de conception et de réalisation ne devait pas être romancé maintenant par un couplage. Et je pense à des choses complexes, par exemple des démantèlements, où on pouvait envoyer des robots, sans aller jusqu'à Tchernobyl et Fukushima, effectivement, des souplesses de fonctionnement. Mais alors à ce moment-là, ça suppose que l'industrie soit pense la conception et le process en fonction des facultés du robot et pas l'épaisse. C'est-à-dire ce qu'il y a à l'heure actuelle, ce retournement de situation, des trajectoires industrielles. Vous avez parfaitement raison. Ce que vous dites est parfaitement juste. C'est-à-dire que si là, Airbus est en train de s'intéresser, un Airbus a des reins suffisamment solides pour se permettre de mettre une partie de ses moyens dans ce type de recherche. Airbus, Total, il y a des grandes boîtes comme ça qui sont en train de faire petit à petit cette démarche. Donc, ils viennent vers nous parce que nous sommes parmi les plus identifiables avec ce type de capacité. Mais il est évident que la machine qui ira un jour chez eux ne sera pas un robot humanoïde. Ce sera quelque chose qui correspondra à leurs besoins, qui répondra au mieux à leurs besoins, qui aura peut-être le haut du corps avec des bras et en bas des chenilles, parce que cette tâche, vous avez vu peut-être
il y avait un article dans Libération sur des robots qui ont été testés à Lac dans le cadre de l'extraction du gaz, justement pour aller sur les plateformes pétrolières, où pareil, il y avait des concours qui étaient organisés pour trouver la plateforme qui allait avoir, le robot qui allait avoir la bonne forme pour faire une tâche. Voilà. Donc ça ne pourra se faire que le jour où il y aura cet engagement des industriels qui développeront des laboratoires de recherche associés ou je ne sais pas quoi, avec des compétences comme les nôtres et d'autres, avec des constructeurs de robots aussi, qui iront vers le design de machines qui seront dédiées à leur application. Voilà. Qui ne seront pas des robots humains, je ne sais pas mieux. Après, mais c'est très rapide. Est-ce que pour vous, les imprimantes 3D, on en parle beaucoup. Après tout, il y a le capteur, il y a l'action, même si ce n'est pas mobile. Est-ce que ça fait partie d'une certaine façon de la robotique ou pas, dans votre quasi-vitesse? Oui. Dès qu'il y a capacité, à partir de ce qui est perçu, de traiter de l'information et d'agir en faisant un aisement, oui, on peut dire que c'est un robot. Dans les années 90, effectivement, le Japon était très en avance en matière de robotique. Comment a évolué cette technique ou science en fait de fil des temps? Entre le Japon, l'Europe, les États-Unis, comment c'était après il y a D'accord. Donc il faut voir la famille des robots P2 jusqu'à P4 qui a donné le robot Asimov, le petit robot Asimov, qui est le seul humanoïde que j'ai vu courir, qui décolle pas du sol. Hein, mais vous savez que quand on court, il y a une phase de vol. Il y a un moment où on n'a plus de phase de double support. Hein, on est soit sur un pied, soit sur l'autre, soit en vol. Il y en a un seul qui fait ça, c'est le petit robot Asimov, donc qui est une perfection dans le genre. Là aussi, il n'y a pas de communication véritable. C'est des choses qui sont protégées. Dès qu'il y a des enjeux un petit peu forts. Donc, le savoir-faire des Japonais en termes de haute technologie, hein, que l'on connaît dans tous les domaines qui vont de l'appareil photo, le high-tech, la voiture, ainsi de suite, se retrouve en robotique humanoïde. Le robot HRT2, celui que vous avez fait évoluer sur la plupart des vidéos que je vous ai montrées, à 10 ans, on l'utilise facilement 4 à 5 heures par jour depuis 10 ans, et il marche très bien, il est maintenu. Donc voilà, l'avantage qu'il y a, c'est que la technologie, vous avez vu le robot Aldébaran, Roméo, là, que je vous ai fait voir, il n'a jamais marché. Voilà, il nous manque en France la maîtrise, il faudrait peut-être un robot allemand, voilà, qui arrive avec quelque chose qui fonctionne, qui marche bien. Donc il faut comprendre que c'est une technologie naissante. Hein. Il faut que les industriels se disent... Aujourd'hui, on parle par exemple de robots maraîchers. Il y a la société Naio qui fabrique des robots maraîchers. On en parle de plus en plus. Si c'est des choses qui ont un retour et que les gens savent que ce robot leur a permis effectivement de répondre à un problème, il est fiable, il n'est pas cassé au bout de 3 jours, donc il va y avoir un engouement des industriels, la pompe va s'amorcer, et ainsi de suite. Au Japon, il y a eu d'abord, c'est une société qui a beaucoup de goût pour la machine, de par sa philosophie à la base, de par l'animisme. Donc la machine est beaucoup plus acceptée. Donc les Japonais sont beaucoup plus fervents sur les choses. Nous, on est plus attirés vers la bonne bouffe ou de l'art ou des choses comme ça. C'est pas notre culture. Donc déjà, on ressent ça de manière plus réticente. Et les Japonais, voyant leur société vieillir, se sont dit, eh bien, ça va être une machine qui va nous rendre service et qui va nous permettre de garder notre productivité. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cet engouement, c'est pour ça que des boîtes comme Kawada, qui sont des gens qui travaillent dans le génie civil, se sont mis à investir. Et c'est pour ça aussi qu'en France, on a beaucoup de mal à le faire bouger, Airbus ou autre, comme je le disais. Et tant qu'il n'y aura pas ces gens-là avec des gros capitaux qui s'investissent, on n'évoluera pas. Et le Japon a freiné de son côté. Donc aujourd'hui, ils continuent à fabriquer des robots. Et là, ils sont en robotique humanoïde parmi les meilleurs au monde, surtout dans la conception de machines. Disons que nous, on est plus dans le logiciel. Mais ça évolue. Voilà. Mais juste une petite question peut-être pour terminer. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un gros risque derrière de créer du chômage?
Parce que bon, c'est qu'il faut que tous ces robots, il faut que l'on fasse, puisque j'ai un robot aspirateur dans la maison, j'ai fait tout, il fait ça très bien, donc j'en cassais pas. Mais in fine, bon, Airbus, quand on est effectivement ce qu'on appelle les cobots, les coopératives robots, on commence à parler de ce genre de choses. Bon, c'est quand même un accompagnateur de l'ouvrier, quoi. Mais derrière, c'est quand même aussi une création un peu de chômage. C'est sûr, c'est pris par un robot à la place d'un humain. Alors, ça, c'est quelque chose. Il faut qu'on ait cette discussion séparée parce que c'est absolument indispensable. C'est une solution surtout qu'il ne faut pas éviter. C'est même la réflexion qu'il faut avoir. On ne peut pas s'intéresser à ces technologies et voir l'impact que ça a sur la société sans se dire il y a un problème fondamental de réorganisation de la société au fur et à mesure que ce genre de machine arrive. Alors, de la même façon que lorsqu'on a cessé de laver le linge à l'eau froide dans la rivière et qu'on a utilisé une machine à laver qui ont permis à pas mal de femmes, parce que c'était essentiellement les femmes qui faisaient ça, de faire autre chose, eh bien, il y a eu une levée de bouclier à cette époque-là en disant, on a toujours dit, c'est pas bien, quoi, c'est pas une bonne solution. Bon. Aujourd'hui, cette révolution industrielle se continue. Et ça, c'est en l'homme. Le fait de se poser ce genre de questions, le fait de fabriquer des machines, c'est un prolongement de l'homme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. C'est pas possible. Si nous, par exemple, prenons la décision collégiale en Europe d'arrêter de faire ce genre de machines parce qu'on se dit ça crée des problèmes de société, ça va se développer ailleurs et ça ne s'arrêtera pas. C'est en l'homme, c'est dans nos gènes. Moi, je suis convaincu que cette recherche de technologie, on ne peut pas l'arrêter. Bien. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de se dire, c'est en l'homme, donc pensons que la machine, comme la machine à laver nous a permis d'aller vers quelque chose de plus intéressant, cette machine, il faut qu'on fasse en sorte que demain, elle fasse une société meilleure. Et donc, il faut que les hommes soient capables de se dire, voilà, on a des nouveaux outils qui arrivent, eh bien, si on peut rendre le monde meilleur, on peut aussi faire des armes pour aller tuer d'autres personnes. On peut imaginer que ce genre de robot va être un robot tueur. Bien sûr. Quand on fabrique un marteau, l'un des premiers outils, eh bien, on peut l'utiliser pour fabriquer une maison. Pour être bien à l'intérieur, on peut l'utiliser pour aller tuer son voisin, parce qu'on le tient mieux en main qu'une simple pierre qui peut glisser. Donc, ça a toujours été la même question. Donc, l'évolution de la science est inarrêtable, à mon avis, de la pensée. Mais une société qui évolue comme la nôtre aujourd'hui doit se poser inévitablement la question de la répartition des richesses. Et ça, c'est un problème. Ce n'est pas les roboticiens qui sont mal placés pour répondre à cette question. Nous, on peut vous dire ce qui peut exister, ce qui peut ne pas exister. Mais l'ensemble des décideurs, la Commission européenne, doit prendre ce problème très au sérieux et doit se dire, oui, on va enlever des emplois chez Airbus. D'abord, les emplois sans grand apport ajouté, des métiers qui ne sont pas très valorisants. Et donc, il faut que ces personnes puissent vivre autre chose, s'épanouir autrement, apporter d'autres aspects à la société. Et c'est ça, une société qui évolue, qui vit, qui se régénère, comme ça a toujours été. Et si on a une vision optimiste de la société, et si on a envie d'y croire, on peut faire un monde fantastique avec ça. Si par contre, on pense chacun pour soi, eh bien, celui qui va avoir tous les euros, il va gagner plein d'argent parce qu'il va produire des choses sans payer personne. Bon, on peut imaginer le pire et le meilleur. Donc, effectivement, il faut se poser cette question beaucoup plus qu'on ne se la pose. Mais ce n'est pas les roboticiens qui ont ce qualification pour le. Justement, en Allemagne et au Japon, il y a beaucoup plus de. En Allemagne et au Japon, il y a beaucoup plus de robots qu'en France. Par personne, par travailleur, et il n'y a pas de chômage ni en Allemagne ni en Japon. C'est pas le robot qui cause le chômage, c'est beaucoup d'autres choses. Mais non, monsieur a raison, c'est une question d'organisation, de type de travail nouveau à trouver, mais il y a d'autres blocages. Alors là, je peux vous garantir, en tant qu'économiste, qu'il y a beaucoup d'autres blocages que les robots. Je sais qu'effectivement en Allemagne, dans des pays comme l'Allemagne, il y a effectivement plus de robots, c'est clair. Mais il faut avoir une analyse un peu plus fine, je pense, de nouveau, de quel type d'industrie sont utilisés ces robots. Mais il est évident, quand on regarde effectivement la production automobile, à l'avant, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites en Inde, il y avait beaucoup d'employés. On parlait de 100 000 employés dans les usines. Aujourd'hui, on l'a bien vu, avec des robots,
Tout le monde à l'époque, dans les années 70, disait oh non, 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 les robots, au contraire, il va falloir les construire, il faut les entretenir, il faut les régler, tout ça, ça va créer un emploi. Mais quand on fait le trait en dessous et on fait un bilan, on s'aperçoit quand même que l'emploi a diminué. Au profit des robots. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que toute la société qui évolue sur toutes les nouvelles technologies globalement fait que regardez la quantité d'emplois qu'il y a aujourd'hui, la quantité d'emplois qu'il y avait il y a 50 ans. D'abord, la population a augmenté fortement. Les femmes qui ne travaillaient pas en majorité travaillent en majorité aujourd'hui. Donc l'emploi, il ne fait... Enfin, même s'il y a du chômage aujourd'hui, la quantité d'emplois qui existe aujourd'hui est beaucoup plus importante. Et beaucoup plus importante. Donc en fait, je ne pense pas que la robotique soit un facteur particulier de détérioration de l'emploi. Je pense que ça crée une mutation et je pense que la société doit l'accompagner. Mais bon, c'est inévitable. Oui, vous avez absolument raison. Je crois qu'effectivement, la société doit évoluer vite que les robots qu'elle fabrique. C'est le problème en France. Je me permets, parce qu'on ne fait pas l'habitude, mais Pierre Weiss, certains ici, est un exercice, certains ici se rappellent qu'il est venu nous parler déjà du monde de l'industrie. Pour ceux qui se posent certaines questions, il a sorti un livre qui s'appelle La société hyper-industrielle. C'est le nouveau capitalisme productif, qui est remarquable, qui est un combat d'un certain nombre d'orientation industrielle. C'est tranquille, c'est rationnel, c'est bien fait. Et pour répondre à ce que disait monsieur, je signale l'ouvrage aussi, alors là j'ai pas les références sur moi, qui ça doit être facile à trouver, de Pierre-Noël Giraud, qui s'appelle L'homme inutile. Vous devez peut-être... Oui, j'ai vu le petit robot Azimo courir et même sauter sur une jambe. Alors, quelle est la raison de leur revanche à une sorte de moyens financiers? Alors, bien qu'il n'existe pas de publication scientifique claire sur ce robot-là, je sais que la principale raison, c'est qu'ils ont réussi à déporter le poids des moteurs en dehors des jambes. Parce qu'en fait, quand on fait un robot comme ça, il faut mettre sur chaque articulation de moteurs puissants qui sont lourds. Ensuite, des systèmes de démultiplication, qu'on appelle des armes drive, qui jouent le rôle de boîte à vitesse. Parce que le moteur tourne très vite. À la sortie, il faut un axe qui tourne lentement, avec du couple. Et donc, leur idée a été de déporter ces moteurs dans le tronc, à d'autres parties, de telle manière qu'ils ont réussi à alléger les gens. Et ils ont utilisé principalement cette ruse pour arriver à faire marcher le robot de manière plus dynamique et avec moins de contraintes qu'on lui en avant. Donc ça, c'est la principale raison. Mais je n'ai pas, personne ne dispose de la solution. Une question par rapport au canon, pas mon robot. Qu'est-ce qu'on va? Il y a des options, il y a des couches logicielles, des librairies. Oui. Est-ce que ça comprend? Oui, généralement, oui, ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a la machine elle-même et puis il y a des logiciels qui vont avec. Bien souvent, on achète aussi une maintenance qui nous permet d'avoir des mises à jour régulièrement et d'avoir une réactivité du constructeur lorsqu'il y a une panne. Donc, pour ce genre de machine, c'est très important. Surtout que ça, c'est un prototype, le robot Pyrène, qu'on a conçu avec eux. Donc, moi, je fais une condition, c'était, OK, on achète ce robot et pendant 2 ans, on faisait une maintenance gratuite inclus phénomène. D'accord, ok. Le méo, celui ne marche pas. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres laboratoires ou non, on nous rend le chien? Non. Mais ça, c'est un robot que j'ai vu faire quelques petits pas chez Aldebaran, alors parce qu'ils en ont y passé d'équipe d'ingénieurs pendant je ne sais pas combien de temps, mais ça ne fonctionne pas. Et aucune de ces machines-là marche. D'accord. Comment on peut le ressembler? Il y en a 6 exemplaires dans le monde. Voilà.